Il y a des histoires qui ne s'annoncent pas. Elles n'ont pas d'affiche sur les murs, ni de date cochée dans le calendrier. Elles arrivent à pas de loup, un dimanche matin ordinaire, quand le soleil traverse la fenêtre de la chambre et éclaire le visage de la personne que vous aimez. C'est précisément dans cet instant de tendresse qu'une question silencieuse et dérangeante surgit de nulle part, sans demander la permission. Ce que je possède, est-il vraiment ce dont j'ai besoin? C'est l'histoire de 2 couples, 4 vies qui se croisent à Lyon, et des secrets que chacun portait si profondément en soi qu'ils ne savaient plus comment s'appeler par leur vrai nom. Avant de nous plonger dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos chaque jour. Laissez un commentaire pour dire depuis quelle ville vous suivez cette histoire, car je veux vraiment savoir jusqu'où elle voyage, et profitez-en pour laisser un like, ce qui nous aide beaucoup à continuer de vous proposer des récits comme celui-ci. Maintenant, venez avec moi, car ce qui va commencer dans ce café dominical va changer 4 vies d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Chloé Morel se réveilla avant l'alarme. Ce n'était pas nouveau. Cela faisait des semaines qu'elle s'éveillait avant la sonnerie, avant la lumière, avant même que les oiseaux du parc de la Tête d'Or ne décident que le jour méritait leur chant. Elle restait ainsi allongée, les yeux grands ouverts sur le plafond de la chambre du petit appartement qu'elle et Julien partageaient depuis 2 ans et demi. Elle fixait le ventilateur de plafond arrêté, qu'elle insistait pour laisser là même en hiver, car elle aimait la sensation d'espace qu'il donnait à la pièce. Le bras de Julien reposait sur son oreiller, frôlant presque ses cheveux, comme chaque nuit depuis qu'ils dormaient ensemble. Ils dormaient avec une paix qu'elle admirait sincèrement. Julien Lefebvre dormait comme celui qui ne doit rien au monde, et c'était peut-être justement cela. Il ne devait rien. C'était un homme droit, au geste net, doté d'une conscience qui ne s'encombrait pas de détours. Chloé, de son côté, s'éveillait chaque matin avec une dette à laquelle elle ne savait pas donner de nom. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller, gagna la cuisine étroite, mit la bouilloire à chauffer et resta là, appuyée contre l'évier, regardant par la petite fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble. Dehors, Lyon dormait encore. Les vieux bâtiments du quartier de la Croix-Rousse avaient cette quiétude typique des dimanches matins, quand même le trafic des quais du Rhône décide de s'accorder une trêve. Elle aimait cette heure. C'était le seul moment de la journée où sa tête ne lui réclamait rien. Elle prépara 2 cafés, versa le sien dans la tasse bleue et celui de Julien dans le mug gris à l'anse ébréchée qu'il refusait de jeter, prétextant qu'il tenait encore le coup et qu'il n'y avait pas de problème. Elle rapporta les 2 tasses dans la chambre. Elle posa celle de Julien sur la table de chevet, s'assit sur le bord du matelas et resta à le regarder dormir un long moment. Il était beau, de cette façon qu'ont les hommes simples d'être beaux sans le savoir. Le nez légèrement dévié par un coup reçu à l'adolescence, les épaules larges à force de manipuler des pièces lourdes à l'atelier, les mains calleuses croisées sur sa poitrine avec un calme presque monacal. Elle l'aimait, elle en était certaine, et c'est de cela qu'elle avait honte. Car aimer quelqu'un avec une telle certitude, tout en sentant que quelque chose d'essentiel ne s'emboîtait pas, était une contradiction que Chloé portait comme un défaut de fabrication. Ce n'était pas un manque d'amour. L'amour était là, entier, débordant parfois. C'était autre chose, une absence qu'elle ne parvenait pas à situer, comme lorsqu'on perd un objet dans la maison. On sait qu'il est là, dans un coin, mais les yeux refusent de le trouver. Cela faisait des mois qu'elle cherchait cette absence en elle-même, et plus elle cherchait, plus grandissait cette sensation de le trahir en silence, d'occuper la place qui devrait appartenir au plaisir. Julien ouvrit les yeux. Il vit la tasse sur la table, vit Chloé sur le bord du lit, le regard perdu, et lui sourit sans rien demander. Il était comme ça. Il ne posait pas de questions. Il saisit le mug, prit une première gorgée, ferma les yeux de pur délice et déclara que ce serait une chouette journée. Elle acquiesça, dit que oui, ce serait une bonne journée. Elle but son café en fixant la fenêtre, et quelque chose en elle décida à cet instant qu'elle ne ferait plus semblant que tout allait bien, alors que ce n'était pas vrai. Ils se rendirent au café après 10 heures. L'or du temps se trouvait dans une rue pavée du Vieux Lyon, une de ces rues que les urbanistes s'efforçaient de préserver entre les nouveaux quartiers et les façades de verre. C'était un endroit avec de petites tables en terrasse, un store à rayures vertes et blanches, et une ardoise en bois écrite à la main qui promettait du pain frais, et ce n'était pas un mensonge. L'odeur de la brioche aux pralines arrivait jusqu'au trottoir et vous attrapait avant même que vous ne puissiez songer à partir. Julien commandait toujours la même chose, un café noir, une tartine de beurre et un jus d'orange pressé.
Chloé variait les viennoiseries, mais jamais le café au lait, ni l'habitude de prendre une table dehors quand le temps le permettait. C'est cette habitude qui les plaça, ce dimanche matin précis, juste à côté d'une table occupée par un autre couple. Chloé remarqua la femme en premier. Il était impossible de ne pas remarquer Léa Roussel. Elle portait une robe ample couleur sable, ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon flou d'où s'échappaient des mèches de tous les côtés, et elle gesticulait en parlant comme si elle répétait une scène de théâtre permanente. Ce n'était pas une pause. Chloé s'en rendit compte immédiatement. C'était quelque chose de viscéral. Cette femme existait simplement, avec une intensité qui débordait sur tout ce qui l'entourait, comme si l'espace était trop étroit pour ce qu'elle ressentait. L'homme à ses côtés était Hugo Roussel. Il écoutait la jeune femme avec un petit sourire en coin que Chloé ne sut d'abord pas interpréter. Cela ressemblait à de l'affection, mais il y avait aussi un air de condescendance déguisée, cette attitude de celui qui s'amuse mais ne prend pas tout cela au sérieux. C'était un homme à l'apparence très soignée, la chemise ouverte jusqu'au 3e bouton, le bras étendu sur le dossier de la chaise de sa compagne, dans un geste qui se voulait possessif, mais finissait par paraître purement décoratif. Julien parcourait le menu, qui n'avait pas changé depuis qu'il fréquentait l'endroit, tandis que Chloé les observait du coin de l'œil, discrètement. Léa dit quelque chose que Chloé ne saisit pas tout à fait, et Hugo lâcha un petit rire sec avant de répondre « Allez, tu transformes toujours le moindre détail en tragédie grecque. » Léa ne se laissa pas démonter. Elle rétorqua que ce n'était pas de la tragédie, mais de la texture, qu'il y avait une différence énorme entre les deux, et qu'il les confondait parce qu'il n'avait pas le talent de remarquer les nuances. Hugo ouvrit les bras avec un large sourire, comme pour dire au monde entier « Vous voyez, c'est mon quotidien !» Et Léa secoua la tête tout en riant, ce rire de celle qui est fatiguée, mais qui trouve encore de la grâce à la situation. Chloé détourna le visage quand Léa croisa son regard. Le serveur arriva, Julien commanda son habituel petit déjeuner, et Chloé demanda son café au lait avec un croissant aux amandes qui ne figurait pas sur la carte, mais le serveur accepta, précisant qu'il venait de sortir du four. La table d'à côté s'apaisa un instant, et Chloé en profita pour détailler le couple de biais pendant qu'ils feignaient de consulter leur téléphone. Il y avait là quelque chose qu'elle reconnaissait sans pouvoir le nommer. 2 personnes qui s'aimaient clairement, qui avaient leur histoire, qui connaissaient les manies l'un de l'autre, mais qui restaient assises à la même table, comme si chacune se trouvait sur sa propre île, à peine séparée par un bras de mer. Elle connaissait bien cet archipel. Ce fut Julien qui engagea la conversation. Il était ainsi, sans cérémonie, allant droit au but. Il avait laissé tomber son sachet de sucre près de la chaise d'Hugo, se pencha pour le ramasser et en profita pour commenter la qualité du pain, disant qu'il aimerait bien connaître le secret de la boulangerie. Hugo rit et répondit qu'il s'était fait la même réflexion, qu'un bon artisan dans ce quartier était une denrée rare. C'est ainsi que les 4 commencèrent à discuter avec cette facilité qui naît parfois entre inconnus le dimanche, quand on baisse la garde et qu'on se souvient qu'on peut être aimable sans même connaître le nom de l'autre. Léa demanda à Chloé ce qu'elle faisait dans la vie. Chloé expliqua qu'elle était graphiste dans une agence lyonnaise. Léa eut un immense sourire, confiant qu'elle adorait le design, qu'elle essayait de percer comme comédienne et qu'elle devait souvent bricoler ses propres supports de promotion, ce qu'elle qualifia de drame personnel. Chloé lui répondit qu'elle comprenait la douleur. Hugo expliqua qu'il travaillait dans l'événementiel, mariage, concerts, festivals, et Julien mentionna qu'il s'occupait de mécanique sur des véhicules spécialisés. Hugo haussa les sourcils avec cet intérêt poli de celui qui veut rester courtois, et Léa demanda ce que signifiait « spécialisé », si c'était très différent de la mécanique classique. Julien lui expliqua qu'il travaillait surtout sur des véhicules à usage militaire, qu'il y avait une base dans la région et que c'était un boulot qui exigeait une précision que la plupart des garages d'ordinaire n'imaginaient même pas. Ils restèrent ainsi près de 40 minutes à cette terrasse, bercés par les effluves de pain chaud, et lorsqu'ils se levèrent pour partir, ils échangèrent leurs numéros avec cette spontanéité qui semble annoncer une amitié, mais finit souvent dans le silence des contacts WhatsApp. Pourtant, cette fois, ce fut différent. 2 dimanches plus tard, Léa envoya un message à Chloé pour lui demander si elle comptait aller au marché artisanal du quai Fulchiron. Chloé accepta. Ils s'y rendirent à 4. Ils passèrent 3 heures à déambuler entre les étals de céramique, de textiles faits main et de cuisine de rue. Quand le soleil commença à décliner, Hugo suggéra d'aller dans un vieux bouchon lyonnais qui proposait de la musique acoustique. L'endroit s'appelait Le Murmure. On y jouait d'ordinaire du jazz, mais le dimanche, un petit groupe reprenait des classiques avec un accordéon et 2 guitares. Ils restèrent jusqu'à la fermeture.
Ce fut lors d'une de ces soirées, plus tard, que Léa se confia pour la première fois. Ce ne fut pas direct. Elle mentionna qu'elle et Hugo avaient assisté à une conférence quelques semaines plus tôt. Quelque chose sur les couples, les relations modernes, sur ce qu'on n'apprend pas à nommer. Elle dit que la femme qui animait cela était différente, loin des clichés des coachs qui vendent des solutions en kit. Elle avoua que la séance l'avait secouée d'une manière qu'elle ne savait pas encore expliquer. Chloé écoutait avec une attention dévorante. Hugo, de l'autre côté de la table, laissa échapper ce petit rire en coin que Chloé identifiait désormais parfaitement. Il décréta que Léa était bien dramatique, que la discussion avait été intéressante, certes, mais qu'elle voulait toujours transformer la moindre chose en un événement de l'âme. Léa ne se laissa pas atteindre. Elle fixa Chloé et lui dit « Si la curiosité te pique, elle donne un autre séminaire le mois prochain, je te préviens, c'est tout. » Chloé ne dit rien ce soir-là. Elle garda le nom noté dans son téléphone. Dr Béatrice Valois, thérapeute, séminaire sur l'intimité du couple. Elle rentra avec Julien, assise sur le siège passager de la voiture qu'un ami leur prêtait, regardant les rues de Lyon défiler derrière la vitre comme un film muet. Julien gardait une main sur le levier de vitesse et le coude à la fenêtre ouverte. Parfois, la brise nocturne apportait l'odeur de la terre humide des collines environnantes, une odeur que Chloé associait à quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, une sorte de nostalgie du présent, comme si elle regrettait déjà ce qui était en train de se passer. 2 semaines plus tard, elle se décida à parler à Julien. La discussion ne fut pas aisée. Julien n'était pas un homme de grand discours, mais ses mots avaient du poids. Quand elle commença à lui expliquer cette sensation qu'elle portait, cette idée que quelque chose clochait en elle et qu'un espace où quelqu'un les écouterait pourrait peut-être les aider à comprendre, il resta silencieux un long moment. C'était ce genre de silence qui, chez lui, signifiait une réflexion profonde, et non une fuite. « J'ai l'impression que tu essaies de réparer toute seule quelque chose que nous devrions arranger ensemble, » finit-il par dire. Elle lui répondit que c'était précisément ce qu'elle souhaitait, le faire ensemble. Il accepta. Il ne le dit pas avec enthousiasme, mais avec cette acceptation calme de celui qui fait plus confiance à l'autre qu'à lui-même. C'était peut-être la forme d'amour la plus honnête qui soit, même si elle cachait tout au fond une peur qu'il n'aurait su expliquer. Le séminaire du docteur Béatrice Valois se tint dans une salle louée dans un immeuble du centre-ville un samedi après-midi. La publicité était discrète, uniquement par recommandation, et il n'y avait que 8 couples inscrits. La salle disposait de chaises confortables disposées en demi-cercle, d'une table avec de l'eau et du thé, et d'une lumière naturelle qui entrait par une grande verrière donnant sur les toits de la ville. Pas de projecteur, pas de diapositive. Béatrice s'assit simplement sur une chaise identique aux autres, croisa les jambes et commença à parler. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts poivre et sel, portant des lunettes à monture fine et possédant une voix qui avait la rare qualité d'être à la fois directe et bienveillante. Elle ne semblait pas condescendante. Elle n'avait pas cette posture de celle qui sait ce que l'autre a besoin d'entendre. Il y avait une présence réelle, ce genre d'attention qui vous donne l'impression d'être véritablement écouté et non simplement catalogué. Elle commença par dire qu'elle n'était pas là pour enseigner une recette. Elle affirma que tout thérapeute ou coach promettant des solutions miracles pour les relations vendait du vent. Elle expliqua que son rôle était d'ouvrir un espace pour que les gens découvrent en eux-mêmes et en discutant avec leurs partenaires les choses qu'ils avaient appris à taire. Elle ajouta que la majorité des problèmes de couple ne venaient pas d'un manque d'amour mais d'un manque de langage. Chloé sentit sa poitrine se serrer en entendant cela. Julien était assis à ses côtés, les bras croisés, non par défensive, elle le savait, mais parce qu'il se tenait ainsi quand il était très concentré. Elle observa son profil, la mâchoire légèrement tendue, les yeux fixés sur Béatrice, avec cette expression de celui qui soupèse chaque mot avant de le laisser entrer. Léa et Hugo se trouvaient de l'autre côté du demi-cercle. Léa, le dos bien droit, le regard ouvert, dévorait chaque phrase. Hugo, lui, gardait ce léger sourire de celui qui trouve cela intéressant, mais ne se laisse pas émouvoir si facilement. Béatrice parla de l'intimité émotionnelle et physique, comme de 2 dimensions que la culture s'acharne à séparer, alors qu'elles sont indissociables dans la pratique. Elle dit que beaucoup de gens passent des années à essayer de régler sur le plan physique des conflits qui n'existent que sur le plan émotionnel, et inversement. Elle affirma que la honte est le plus grand obstacle à l'intimité réelle, car elle nous pousse à cacher précisément les parties de nous qui ont le plus besoin de connexion. Chloé se figea tellement à cette dernière phrase que Julien, sans la regarder, déplaça sa main et effleura ses doigts. Elle ne bougea pas, mais elle le sentit.
À la fin du séminaire, alors que les couples discutaient par petits groupes, leur thé à la main, Béatrice s'approcha d'eux quatre. Elle nota que 2 des couples étaient venus ensemble, ce qui était peu commun et souvent productif, car le processus d'écoute croisée entre couples de confiance créait des dynamiques que le travail individuel n'atteignait presque jamais. Elle leur demanda s'ils seraient prêts à participer à un processus continu durant les mois suivants, avec des séances tous les 15 jours et quelques exercices entre chaque rencontre. Léa accepta immédiatement. « Ça dépend de ce que signifie processus continu », nuança Hugo. Julien demanda ce qu'il en était des exercices. Béatrice expliqua calmement qu'au début c'était simple. Des discussions structurées, des exercices d'écoute active, quelques notes écrites sur des sentiments habituellement gardés secrets. Elle précisa qu'aucune étape n'était obligatoire, que le consentement était renouvelé à chaque rencontre et que l'objectif n'était pas d'atteindre un lieu spécifique, mais de créer les conditions pour que chaque couple découvre où se situait exactement l'obstacle qu'il ressentait sans pouvoir le nommer. Chloé dit qu'elle voulait essayer. Julien dit que c'était d'accord, et c'est ainsi, par un samedi après-midi parfumé au thé à la camomille, que 4 vies commencèrent à s'incliner l'une vers l'autre d'une manière à laquelle personne n'était préparé. Ils ne le savaient pas encore. Ils sortirent ensemble, marchèrent jusqu'au bistrot du coin pour grignoter quelque chose avant de rentrer et discutèrent de la conférence avec cette légèreté de ceux qui flottent encore à la surface des choses. Hugo lança quelques plaisanteries. Léa y répondit. Julien mangea sans hâte et Chloé observa les 3 autres avec cette attention de graphiste qui catalogue les formes avant d'en comprendre le sens. Elle ne savait pas encore qu'elle assistait au commencement de tout. Elle ignorait que la question qu'elle portait depuis des années, ce doute sur ce qui n'allait pas chez elle, était sur le point de trouver une réponse qu'elle n'aurait jamais imaginée lors d'une nuit qui semblait encore lointaine, mais qui se construisait déjà, petit à petit, à cet instant précis. Le soleil disparut, les réverbères s'allumèrent, et Lyon continua de tourner sur son axe de grande métropole, indifférente au fait que, dans un coin de bistrot, 4 personnes étaient, sans le savoir, au début d'une histoire qu'aucune n'avait choisie, mais que toutes, d'une certaine façon, avaient invoquée. La première séance avec Béatrice eut lieu un jeudi soir, 3 semaines après le séminaire. Le format n'était pas celui que Chloé avait imaginé. Elle s'attendait à des chaises en rang d'oignons, peut-être un tableau blanc. Elle trouva la même salle, mais disposée différemment. Les chaises par paires, face à face, avec une petite table basse entre chaque duo, et Béatrice sur une chaise un peu à l'écart, telle une observatrice attentive. Hugo regarda la bougie allumée sur le rebord de la fenêtre et fit remarquer que cela ressemblait presque à un rituel. Léa lui murmura qu'il allait être surpris. Julien resta muet. Béatrice demanda à chacun de répondre à une question simple. « Quelle est la dernière chose que vous n'avez pas dite à votre partenaire, non par manque d'occasion, mais par manque de courage ?» Elle précisa qu'il ne s'agissait pas forcément de grands secrets. Parfois, ce sont les petites choses du quotidien qui pèsent le plus. Léa commença. Elle avoua qu'il y avait des jours où elle se sentait totalement invisible aux côtés d'Hugo, non parce qu'il faisait quelque chose de mal intentionnellement, mais parce que sa personnalité occupait tellement d'espace qu'elle avait l'impression de n'être que le décor d'une pièce dont il était l'unique acteur. Elle dit cela en fixant le mur, pas lui. Hugo, d'ordinaire si prompt à la boutade, se tut. L'atmosphère de la pièce rendait les plaisanteries déplacées. Hugo prit la parole en deuxième. Il resta un long moment silencieux, faisant tourner l'anneau d'argent à son index, puis confia que parfois, quand Léa se frustrait à cause du travail et se défoulait sur lui, il ressentait une colère qu'il ne savait pas gérer, car la rage et l'amour arrivaient en même temps, et il n'avait pas les mots pour porter les deux. Léa le regarda avec une expression que Chloé ne sut interpréter. C'était de la surprise, mais aussi comme si elle se voyait dans un miroir. Julien fut le troisième. Il fit tourner son verre d'eau entre ses mains, fixa le sol et lâcha. « Je ne dis presque jamais à quel point j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Il expliqua qu'il savait que Chloé cherchait quelque chose et qu'il voulait vraiment qu'elle le trouve, mais qu'une partie de lui frissonnait chaque fois qu'elle mentionnait un manque, car dans ce vide, il lisait malgré lui une sorte de sentence sur sa propre personne. Chloé ferma les yeux un instant. Quand vint son tour, elle prit son temps. Elle dit qu'elle portait quelque chose depuis plus d'1 an qu'elle n'avait jamais formulé clairement, même pour elle-même. Elle confessa qu'il y avait une part de sa relation avec Julien, une part intime et essentielle, où elle n'avait jamais réussi à s'abandonner complètement. Ce n'était pas par manque d'envie ou d'amour, mais à cause de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier et qui était devenu une honte personnelle,
l'idée que quelque chose était brisé en elle. Elle portait cela comme une culpabilité qu'il ne lui avait jamais demandé d'assumer, mais qu'elle s'était imposée malgré tout. Le silence qui suivit était palpable. Il n'était pas vide. Il était rempli de choses qui n'avaient plus besoin de mots. Béatrice attendit 1 minute entière avant de parler. Elle dit « Vous 4 venez de faire ce que beaucoup de couples mariés depuis des décennies n'accomplissent jamais. Vous avez posé le non-dit sur la table. Maintenant, le vrai processus commence, car ce qui est sur la table doit être discuté. Pas réparé, pas jugé, juste discuté. » Elle leur proposa un premier exercice pour les 2 semaines suivantes. Chaque couple devait choisir un créneau hebdomadaire, de préférence fixe, et passer 40 minutes ensemble sans téléphone, sans télévision, sans obligation. Ils n'étaient pas obligés de parler. Ils pouvaient lire, cuisiner ou marcher. La seule condition était la présence totale à l'autre. « Et si on fait déjà ça ?» demanda Hugo. « Est-ce que vous le faites vraiment ou est-ce que vous croyez le faire ?» répondit Béatrice de sa voix calme. Hugo ne répliqua rien. Les 2 semaines suivantes furent étranges pour Chloé, de la meilleure façon possible. Elle et Julien choisirent les mardis soirs. 40 minutes. Les premières fois, elle essaya de lire un livre, mais réalisa qu'elle relisait 3 fois la même page, car elle l'observait du coin de l'œil. Lui s'occupait généralement de bricoler un petit truc dans l'appartement. Une vis lâche, un câble qui traînait, une étagère bancale. C'était sa façon d'être présent, les mains occupées, mais l'attention là. Le 3e mardi, ils cuisinèrent ensemble sans nécessité. Ils préparèrent un bœuf bourguignon et le ratèrent exprès, forçant sur les épices, inventant des proportions et riant d'une manière différente, plus libre. Chloé s'arrêta au milieu de la découpe des oignons, regarda Julien remuer la cocotte et pensa « Je l'aime vraiment, cet homme ». Ce n'était pas une conclusion, mais une observation nouvelle, comme si elle voyait pour la première fois quelque chose qui avait toujours été là. Pour Léa et Hugo, les mardis furent plus accidentés. Léa raconta à Chloé lors d'un café rapide que leur première séance s'était terminée en dispute parce que Hugo avait saisi son téléphone après 12 minutes. Pas par méchanceté, dit-elle, mais par une habitude si ancrée qu'il ne s'en rendait même pas compte. Elle le lui fit remarquer et il répondit par une de ces plaisanteries désarmantes qui, cette fois, blessa profondément. La 2e semaine fut différente. Il ne toucha pas au téléphone. Ils restèrent assis 40 minutes, elle lisant un scénario, lui feuilletant un magazine professionnel qu'il ne regardait même pas vraiment. À la fin, il admit s'être ennuyé, mais il le dit avec un sourire différent. Un sourire que Léa ne sut qualifier, mais qu'elle rangea dans sa mémoire comme un indice à vérifier plus tard. Lors de la 2e séance avec Béatrice, l'exercice monta d'un cran. Elle proposa que chacun décrive à voix haute et avec une honnêteté totale ce qu'il ressentait en étant regardé par son partenaire. Pas aimé, pas soutenu. Regardé. Léa dit qu'elle se sentait parfois regardée comme un projet inachevé. Hugo dit qu'il se sentait regardé avec une attente, comme s'il devait prouver sans cesse qu'il était plus que ce qu'il paraissait. Julien dit qu'il se sentait regardé avec tendresse, mais parfois avec une distance qui n'était pas de la froideur, mais comme si la personne qu'il aimait était toujours un peu derrière une vitre. Chloé dit qu'elle se sentait regardée avec amour, mais sans être vue complètement, et qu'elle ignorait si la faute venait d'elle ou si c'était une construction commune. Béatrice demanda à chacun de répéter la phrase de son partenaire à voix haute, mot pour mot, sans aucun commentaire. C'était un exercice d'écoute pure, sans défense, sans explication. Juste porter les mots de l'autre comme s'ils étaient les siens. Hugo répéta les mots de Léa d'une voix plus basse que d'habitude, et au milieu de projets inachevés, il s'arrêta une seconde, juste une seconde, mais tout le monde le remarqua. Léa répéta ceux d'Hugo, et quand elle arriva à prouver qu'il était plus que ce qu'il paraissait, sa voix se brisa un instant, mais elle continua. Julien répéta ceux de Chloé. Personne toujours un peu derrière une vitre, et la regarda en parlant. Il y avait une douleur très noble dans ce regard qu'elle reconnut et qui lui donna envie de lui prendre la main. Elle ne le fit pas. Elle resta immobile, comme demandée. Chloé répéta les mots de Julien, aimé mais parfois avec une distance qui n'est pas de la froideur, et sa voix fut plus ferme qu'elle ne l'espérait. Quand elle finit, elle réalisa qu'elle avait la gorge sèche. Béatrice garda le silence un moment. Elle dit ensuite que les 2 couples faisaient quelque chose de très précieux. Ils se laissèrent voir. Elle affirma que c'était le cœur de tout le travail qu'ils feraient ensemble. Pas des solutions, mais de la visibilité. Quand on se laisse voir vraiment par son partenaire et par soi-même, les questions les plus importantes commencent à trouver leur place. Et parfois, dit-elle,
Les questions sont plus importantes que les réponses. Ce soir-là, Hugo ne fit pas une seule blague. Ce fut lors d'une sortie un samedi, 5 semaines après le début du processus, que le premier signe de quelque chose de non dit entre Chloé et Julien apparut d'une manière inattendue. Ils s'étaient rendus dans un bouchon du Vieux Lyon, un de ces endroits avec des tables en formica, de la musique d'accordéon et cette odeur de graton qui se sent depuis la rue. La soirée était agréable, la musique entraînante. Une jeune serveuse au sourire facile passa 3 fois à la table de Julien pour demander s'il voulait autre chose. Et la deuxième fois, elle resta à discuter une minute entière, penchée vers lui, avec cette attitude décontractée de quelqu'un de sincèrement intéressé par la conversation. Julien lui répondit avec son amabilité naturelle. Il n'y avait rien là, Chloé le savait. Mais le pincement qu'elle ressentit au cœur fut si soudain et si intense qu'elle resta un instant pétrifiée, comme si le son de l'accordéon s'était éteint d'un coup. Léa, de l'autre côté de la table, l'observait. Chloé détourna le regard. Elle finit sa bière d'un trait et inventa une excuse pour aller aux toilettes. Elle resta devant le miroir 2 minutes, scrutant son visage, essayant de comprendre ce qui venait de se passer en elle. C'était de la jalousie. Mais une jalousie d'une sorte différente de celle qu'elle connaissait, car ce n'était ni de la possessivité, ni de l'insécurité. C'était la peur de perdre. Et la peur de perdre est une chose bien distincte, car elle n'existe que quand ce que vous avez vous importe vraiment. Elle revint à la table avec ce visage de celle qui a maîtrisé ses traits, mais pas ses yeux, et Julien s'en rendit compte. Il remarquait toujours ces choses silencieuses. C'était ce qu'elle admirait le plus chez lui. Il n'avait pas besoin de mots pour sentir l'état de la personne qu'il aimait. Il lui demanda tout bas si tout allait bien. Elle répondit que oui, bien sûr, que tout était parfait. Mais la soirée avait changé de ton. Plus tard, dans le taxi du retour, Julien lui reposa la question, plus doucement. Elle lui confessa avoir ressenti une jalousie un peu idiote. Il resta silencieux. Elle lui dit qu'elle se sentait bête car ce n'était rien. Il lui répondit « Ça n'a pas l'air de n'être rien pour toi ». Elle regarda par la fenêtre et dit qu'elle ne savait pas bien ce que c'était, mais qu'elle essayait de comprendre. Julien ne dit plus rien, mais il appuya légèrement son épaule contre la sienne sur la banquette arrière et ils restèrent ainsi tout le trajet. Une fois à la maison, avant de dormir, elle se tourna dos à lui dans le lit et sentit que quelque chose d'important bougeait en elle. Quelque chose que la jalousie avait réveillé et qui avait trait à ce qu'elle avait dit lors de la première séance sur le fait de se sentir derrière une vitre. Peut-être que la vitre n'était pas ce qui les séparait l'un de l'autre. Peut-être que la vitre était ce qu'elle avait construit pour se protéger d'elle-même. La semaine suivante, elle appela son amie Camille. Camille était de ces amies qui n'essaient pas de réparer votre vie ni de vous juger. Elles écoutent et vous renvoient les choses sous des angles auxquels vous n'aviez pas pensé. Elles étaient amies depuis la fac, avaient vécu ensemble à Grenoble avant que Chloé ne revienne à Lyon avec Julien, et elles se parlaient au téléphone chaque semaine sans faute. Chloé lui raconta tout. Béatrice, l'exercice du mardi, le bouchon, la jalousie soudaine, la sensation de la vitre. Camille resta silencieuse un moment, puis lâcha « Tu as peur de t'autoriser à vouloir ce que tu veux ». Chloé lui demanda ce qu'elle entendait par là. Camille expliqua « Tu as trouvé une explication à ce que tu ressens qui te laisse confortablement coupable, c'est-à-dire que le problème, c'est toi. Mais et si le problème n'était pas toi? Et si c'était juste une incompatibilité que vous n'avez pas encore appris à nommer ?» Chloé repensa à cette question pendant des jours. La 3e séance avec Béatrice fut différente. Au lieu du demi-cercle, elle proposa que chacun choisisse une image, celle qui lui venait à l'esprit, pour décrire la relation telle qu'elle était à ce moment-là. Cela pouvait être une photo imaginaire, un paysage, une scène de film, n'importe quoi. La seule règle était l'honnêteté. Hugo dit que son image était un spectacle de cirque, où il était sur scène et Léa dans une loge, appréciant le show mais de loin. Léa entr'ouvrit la bouche en entendant cela, comme si elle allait dire quelque chose avant de se raviser. Léa dit que son image était un jardin qui avait besoin de pluie, beau mais un peu sec, avec des fleurs qui s'accrochaient à la vie mais semblaient épuisées d'essayer toutes seules. Julien dit, après un long silence, que son image était une maison solide avec une fenêtre embuée. Tout à l'intérieur allait bien, mais personne ne pouvait voir dedans avec clarté. Chloé dit que son image était un instrument de musique légèrement désaccordé, pas assez pour que ce soit insupportable, mais suffisamment pour que quelqu'un d'attentif remarque que la mélodie n'atteignait pas sa cible. Béatrice reçut les 4 images sans commentaire immédiat. Puis elle dit « Remarquez qu'aucune de ces images ne parle d'abandon ou de rejet. Toutes parlent d'un potentiel inabouti. Cela en dit long sur là où vous en êtes.
Ce n'est pas une crise de rupture, c'est une crise de croissance. Et c'est alors, durant cette séance, qu'elle lança pour la première fois l'idée qui allait changer le cours de tout. Elle dit qu'il y avait une étape du processus qu'elle gérait avec certains couples quand une confiance mutuelle était établie, et qu'elle sentait qu'ils étaient au point où cette étape pouvait être envisagée. Elle précisa que ce n'était pas obligatoire, qu'il faudrait des mois de préparation et la permission explicite de tous, et que le but n'était aucune aventure ou expérience de plaisir extérieur. Le but était d'utiliser la vulnérabilité extrême d'une situation d'intimité partagée pour révéler, d'une manière qu'aucune autre méthode n'atteignait, où chacun plaçait ses barrières les plus profondes. Hugo croisa les bras. Léa resta immobile. Julien regarda Chloé. Et Chloé, qui avait passé des années à essayer de comprendre ce qui n'allait pas en elle, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était ni du désir, ni de la curiosité, ni de la peur. C'était cette sensation qui précède les grandes décisions de la vie, celle de reconnaître que le chemin devant soi va exiger plus de soi que les chemins déjà connus. Personne ne dit oui ce soir-là. Mais personne ne dit non. Béatrice laissa bien clair qu'il y avait du temps, que ce processus ne pressait pas. La seule chose qu'elle demandait était une honnêteté véritable, avec le partenaire, avec les autres du groupe et surtout avec soi-même. Que chacun emporte la proposition chez soi, en discute calmement avec son partenaire et revienne à la séance suivante avec ce qu'il aurait découvert, quoi que ce soit. Chloé et Julien rentrèrent à pied, car la séance avait lieu près de chez eux. La nuit était fraîche, les rues du centre de Lyon avaient ce mouvement tranquille d'une ville qui ne s'endort pas tôt, mais ne prolonge pas la fête indéfiniment. Ils marchèrent sans parler un moment l'un à côté de l'autre, et ce fut Julien qui brisa la glace. Il lui dit qu'elle était restée très silencieuse après la proposition de la doctoresse. Chloé répondit qu'elle était en train de digérer. Il dit qu'il comprenait. Ils se turent à nouveau pendant un pâté de maison. Puis il lui demanda « Toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle mit du temps à répondre. Elle dit qu'elle ne savait pas encore, qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir avec la vérité en main, qu'elle ne voulait pas prendre une décision par envie de réparer quelque chose, mais qu'elle ne voulait pas non plus que ce soit la peur qui parle. Julien lui dit « C'est bon, réfléchis. Je vais y réfléchir aussi. » Ainsi se termina une autre nuit dans cette ville qui tournait autour d'eux sans y prêter attention, avec ses marchés et ses étals de nourriture s'installant sur les places, ses bistrots pleins de musique et ses couples assis sur les trottoirs buvant une bière et discutant de choses importantes ou futiles. Pendant que Chloé et Julien, épaule contre épaule, marchaient dans une rue pavée avec un poids nouveau et honnête entre eux, le genre de poids qui ne vous coule pas, mais vous oblige à marcher plus lentement, avec plus de conscience, plus de vérité. Les fêtes de la Saint-Jean à Lyon ont leur propre manière de s'emparer de tout. Elles n'arrivent pas d'un coup, elles arrivent par couches, comme une marée qui monte doucement. D'abord les stands qui se montent, puis les pétards qui claquent les après-midi de week-end, ensuite l'odeur des bugnes qui s'échappent des cuisines des voisins, et enfin les répétitions des fanfares dans les rues. C'est dans cette ambiance que passèrent les semaines suivant la 3e séance pour les 4. Chloé tourna et retourna la question. Elle fonctionnait ainsi. Elle ne prenait pas de décision sous le coup de l'adrénaline. Elle attendait que l'émotion retombe, observait ce qui restait quand l'excitation ou la peur s'apaisait, et décidait alors avec ce qui subsistait. Ce qui subsistait après une semaine de réflexion, c'était une seule chose. Elle voulait comprendre. Ce n'était pas expérimenter par curiosité, ni fuir quelque chose qui ne marchait pas, ni tester une théorie. Elle voulait comprendre ce qu'il y avait en elle qui ne s'ouvrait pas. Et si une situation de vulnérabilité extrême pouvait mettre cela en lumière d'une manière que des années d'efforts solitaires n'avaient pu accomplir. Elle en discuta avec Julien un dimanche après-midi, après le déjeuner, assis sur le petit balcon de l'appartement avec le bruit de la ville leur parvenant par bribes d'en bas. Ce ne fut pas une discussion facile à engager, car il n'y avait pas de mots tout prêts pour ce qu'elle voulait dire. Elle essaya d'être aussi honnête que possible sur ce qui la poussait à accepter l'idée, sur ce que ce n'était pas, et sur la peur qu'elle avait qu'il y voie une critique envers lui, ou un manque d'amour. Julien écouta tout, les bras croisés, le visage sérieux, concentré. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment qui parut éternel. Puis, il lui dit qu'il comprenait ce qu'elle disait. Il confessa que l'idée ne l'enchantait pas, il devait être sincère là-dessus, mais qu'il comprenait qu'elle ne le demandait pas par caprice ou manque de respect. Il dit qu'il avait besoin de quelques jours pour digérer, qu'elle le laisse réfléchir et qu'il lui donnerait une réponse claire quand il en aurait une. Elle lui dit qu'il n'y avait pas d'urgence.
Il lui répondit qu'il le savait. Ils passèrent en la semaine suivante avec une délicatesse mutuelle qui était belle mais aussi un peu pesante, de cette délicatesse qui surgit quand on sait qu'il y a quelque chose d'important en jeu. Julien partait tôt à la base, revenait au crépuscule avec cette odeur de graisse de moteur qu'elle associait désormais à son retour, à la routine, au foyer. Ils dînaient ensemble, regardaient n'importe quoi à la télé sans y prêter attention. Dormaient avec le bras de Julien sur l'oreiller de Chloé comme toujours. Le mercredi de la semaine suivante, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur à un design pour une boutique de vêtements, il arriva, posa son sac, se lava les mains à l'évier et s'approcha de la table. Il resta debout une seconde, puis lâcha « D'accord, j'accepte d'essayer. Mais je veux que tu saches que je n'accepte pas, parce que j'en ai envie. J'accepte parce que je t'aime, et parce que j'ai confiance en le fait que tu sais ce que tu fais. » Chloé ferma son ordinateur. Elle resta à le regarder, debout dans la cuisine, avec la lumière de la fin de journée dans son dos. Elle lui dit « C'est la chose la plus incroyable que tu m'aies jamais dite. » Il prit cet air gêné qu'il avait quand on lui faisait un compliment direct et alla chercher de l'eau au frigo. Pour Léa et Hugo, les choses furent plus mouvementées. Léa s'était enthousiasmée pour la proposition d'une manière qu'elle-même admettait compliquée, car elle savait qu'une part de l'excitation venait de quelque chose de réel, le besoin de secouer ce qui stagnait, et une autre part d'une colère sourde qu'elle n'avait pas encore formulée. La colère d'années passées à se sentir au second plan de sa propre histoire d'amour. Elle le raconta à Chloé au café, un samedi après-midi, alors que le soleil tapait sur les toits. Chloé lui demanda si elle l'avait déjà dit à Hugo. Léa répondit que pas exactement. Elle raconta qu'il avait réagi avec ce mélange d'enthousiasme, de façade et de résistance profonde qui était sa signature pour toute nouveauté. D'abord une blague, puis le silence, et enfin une tentative de transformer la chose en quelque chose qu'il pourrait contrôler. Elle dit que le soir où ils en ont discuté, il avait proposé, avec un sourire un peu forcé, qu'ils le fassent peut-être séparément de l'autre couple, comme si c'était une compétition qu'il devait gagner seul. Chloé garda pour elle ce qu'elle en pensait. Léa poursuivit. Finalement, il a accepté, mais de cette façon qu'il a d'accepter ce qu'il ne veut pas, tu vois, avec cette attitude de celui qui y va, mais n'est pas vraiment présent. Chloé lui demanda si elle le lui avait fait remarquer. Léa dit qu'elle avait essayé, et qu'il avait répliqué par une boutade sur le fait qu'analyser tout était sa spécialité, et qu'elle avait laissé tomber parce qu'elle était fatiguée d'apprendre à quelqu'un comment l'écouter. Ce fut la 5e séance avec Béatrice qui fit éclater le sujet d'une manière inattendue. La séance commença par un nouvel exercice. Chacun devait dire à son partenaire, en le regardant dans les yeux, une chose qu'il admirait chez lui et une chose qu'il avait du mal à accepter. Pas comme une critique, mais comme une vérité dite avec soin. Léa regarda Hugo et lui dit « J'admire que tu sois capable de rendre n'importe quel endroit plus léger, et j'ai du mal à accepter que tu utilises parfois cela pour ne pas laisser les choses devenir assez sérieuses pour qu'elles importent. » Le silence qui s'installa après cela était différent des précédents. Il pesait plus lourd. Hugo la fixa et Chloé vit pour la première fois en ces mois quelque chose changer vraiment sur son visage. Ce n'était plus le sourire moqueur ni la posture de séducteur. C'était quelque chose de plus petit et de plus réel, qui ressemblait à de la confusion et de la douleur mêlées. Il resta silencieux un long moment. Puis il dit doucement, sans sourire, « J'admire que tu ne baisses jamais les bras devant ce que tu veux vraiment. Et j'ai du mal à accepter que j'éprouve parfois de la jalousie envers cette détermination, car elle me rappelle tout ce que j'ai commencé et jamais fini. » Léa entr'ouvrit la bouche et ne dit rien. Béatrice laissa le moment s'étirer avant de continuer. Quand vint le tour de Chloé et Julien, elle le regarda et dit « J'admire que tu sois toujours le même. Cette façon que tu as d'être toujours présent, sans en faire un spectacle. Et j'ai du mal à accepter que je confonde parfois ton silence avec de la distance, alors que c'est sans doute juste ta façon d'être. » Julien la regarda et répondit « J'admire ton courage pour remettre les choses en question, même quand ça fait mal. Et j'ai du mal à accepter cette sensation que, même si je suis là, il y a quelque chose que tu cherches et que je ne comprends toujours pas. » Cette phrase resta dans la pièce comme un meuble neuf. Tout le monde la vit, tout le monde la remarqua, mais personne n'osa la déplacer à ce moment-là. À la fin de la séance, Béatrice confirma formellement ce dont ils avaient discuté les semaines précédentes. Elle dit que les 4 avaient montré une capacité d'honnêteté émotionnelle qui rendait possible l'étape suivante, et que cette étape serait l'expérience qu'elle avait proposée. Elle précisa que ce ne serait pas immédiat, qu'il restait encore 1 ou 2 séances de préparation et que chaque étape serait discutée calmement.
Elle dit que la date et le lieu seraient neutres, convenus à l'avance, et que tous les accords devaient être explicites et renouvelés jusqu'à la dernière minute. Ils sortirent de la séance dans un silence différent de l'habitude. Hugo fut le premier à parler une fois dans la rue, et il dit quelque chose qui surprit tout le monde, car il le dit sans blague, sans armure. « Je crois que ça fait un bail que je n'ai pas dit ce que je pense vraiment à personne, pas même à moi-même. » Léa le regarda avec un mélange d'effroi et de tendresse. Julien ne dit rien, mais il posa une main sur l'épaule d'Hugo, un geste qui, dans son langage, valait tous les discours. Les jours suivants eurent une vibration étrange que Chloé ne put nommer que bien plus tard. C'était comme le calme avant la tempête, mais un calme qui, en soi, valait déjà la peine. Les fêtes de la Saint-Jean remplirent les places de Lyon de fanions, de musique et d'odeurs de fêtes foraines. Les quatre sortirent ensemble un samedi dans une fête de quartier, réputée pour ses spécialités locales. Hugo était très animé, avec cette énergie qui lui était propre quand il y avait un événement bien organisé. Il déambulait en commentant l'organisation, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, avec cet œil professionnel de celui qui ne peut débrancher le mode travail. Léa le laissait parler, lui donnant parfois raison, d'autres fois non, avec une précision de celle qui sait exactement ce qu'elle veut dire. Chloé remarqua que quelque chose avait changé dans ce jeu entre eux. C'était plus léger mais aussi plus équilibré, comme si les séances avaient donné à Léa un sol plus ferme d'où parler. Julien appréciait simplement l'ambiance. Ses compliments étaient ainsi, directs, sans fioritures. Plus tard, après avoir vu les spectacles de rue, alors qu'ils étaient assis sur un banc de la place en attendant que la musique commence, Léa se tourna vers Chloé et lui demanda tout bas comment elle se sentait par rapport à tout cela. Chloé répondit qu'elle était dans un endroit étrange mais honnête. Elle confessa qu'elle n'essayait plus de rien réparer et qu'elle tentait juste d'être présente. Léa dit qu'elle comprenait, qu'elle en était là aussi, que parfois elle y arrivait et d'autres fois ses vieux démons reprenaient le dessus. Chloé lui demanda si elle avait peur. Léa réfléchit avant de répondre. Elle dit que ce n'était pas de la peur à proprement parler. C'était plus comme cette sensation avant d'entrer en scène. Un trac qui faisait mal, mais qui prouvait aussi que quelque chose d'important allait se passer. De l'autre côté du banc, Hugo et Julien discutaient de sport ou de mécanique, on ne savait trop. Et l'image des deux était presque comique. Le producteur d'événements, toujours en mouvement et bien habillé, à côté du mécanicien taciturne aux mains calleuses, penchés l'un vers l'autre comme s'ils avaient découvert que, sous la surface, ils partageaient un langage commun plus profond. Quand ils rentrèrent à la maison ce soir-là, Lyon était encore à la fête quelque part, le bruit arrivait par vagues, et Chloé s'endormit avec cette sensation d'être juste au milieu de quelque chose, ni au début ni à la fin, au point où le sol n'est pas encore sûr mais où les pieds savent déjà, sans que la tête leur ait donné la permission qu'ils sont sur le bon chemin. L'avant-dernière séance de préparation eut lieu un jeudi après-midi, et c'est là que Julien parla pour la première fois de quelque chose que Chloé ignorait qu'il portait. Béatrice leur avait demandé de dire à voix haute ce qui avait été le plus difficile dans la relation jusqu'à présent, un fait concret, pas un sentiment. Hugo raconta qu'il y avait eu un temps, 2 ans auparavant, où il se frustrait tellement des disputes qu'il quittait la maison sans dire où il allait, restait quelques heures seul dans un bar et rentrait comme si de rien n'était, sans explication. Il l'avait fait 6 fois. Il n'avait jamais nommé ce que c'était. Une fuite. Léa écouta, le visage fermé. Julien regarda ses mains un instant et lâcha qu'il y avait eu quelque chose. Il y avait plus d'1 an, à une période où lui et Chloé avaient envisagé d'ouvrir leur relation pendant un court moment. Il dit qu'à cette époque, il avait appelé une ex-petite amie, pas par envie, mais par désarroi. Ce n'était qu'une discussion. Il ne s'était rien passé d'autre. Mais il l'avait gardé pour lui car il ne trouvait pas les mots pour le dire, et parce que, au fond, il craignait que le dire ne confirme le pire, qu'il s'était brisé juste au moment où elle avait le plus besoin qu'il soit solide. Chloé resta de marbre. Elle le regarda. Julien ne détourna pas les yeux. Il avait sur le visage cette expression de celui qui a enfin lâché un poids très lourd et ne sait pas encore s'il ressent du soulagement ou du regret. Chloé prit une grande inspiration. Elle lui demanda « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il répondit « Parce que je ne voulais pas être un poids de plus pour toi. » La pièce plongea dans le silence. Béatrice n'intervint pas tout de suite. Elle laissa le moment s'imprégner avant de demander à Chloé comment elle recevait cela. Chloé dit, d'une voix contrôlée, mais pas froide, « J'écoute, je vais avoir besoin de temps pour digérer, mais merci de l'avoir dit. » Julien dit, « J'aurais dû le dire avant. » Elle lui répondit, « Oui, mais tu l'as dit maintenant. »
Il y avait une dignité dans cet échange que Béatrice reconnut en silence. Elle savait aussi qu'une blessure venait de s'ouvrir et qu'elle allait nécessiter des soins. À la fin de la séance, elle parla aux deux un instant, à l'écart des autres, et leur dit que ce genre de confession faisait partie du processus, que c'était une bonne chose que ce soit sorti là et pas ailleurs, et que le travail des semaines à venir inclurait aussi de traiter cela, pas seulement d'aller de l'avant. Chloé sortit de la séance avec un tourbillon de sentiments qu'elle ne tenta même pas d'ordonner ce soir-là. Elle ressentait de la colère, une colère sourde et chaude. Elle savait que son irritation était juste, mais au-delà, elle ressentait une compréhension qu'elle ne voulait pas avoir avant d'avoir droit à sa colère. Comprendre qu'un homme qui appelle une ex par désarroi n'est pas un homme qui trompe. C'est un homme qui ne sait pas demander de l'aide autrement. Mais cela resta pour plus tard. Ce soir-là, elle laissa la colère exister. Elle dormit près de lui et loin en même temps, et Julien la laissa faire, car il savait que c'était ce qu'il fallait. Et la ville continua de faire la fête dehors, avec ses pétards et sa musique indifférente et bruyante, pendant que dans un appartement de Lyon, deux personnes qui s'aimaient vraiment apprenaient de la manière la plus dure et la plus nécessaire que l'amour sans honnêteté n'est qu'un pacte de ne pas se blesser, et que l'amour avec honnêteté est quelque chose de bien plus complexe, de bien plus terrifiant et d'infiniment plus réel. Il y a une différence énorme entre pardonner et faire la paix, et il fallut exactement 11 jours à Chloé pour comprendre cette différence dans sa propre chair. Faire la paix fut le plus rapide. Cela arriva en quelques jours, de cette manière silencieuse qu'elle et Julien avaient mise au point au fil des ans, pour traiter les grandes choses sans les gonfler outre mesure. Il ne s'excusa pas avec fracas. Il lui dit, un soir alors qu'ils faisait la vaisselle, qu'il s'était trompé en gardant cela pour lui, que le silence avait été sa façon de se protéger, alors qu'il aurait dû être une façon de les protéger tous les deux, et qu'il comprenait si elle avait besoin de temps. Elle lui répondit qu'elle l'écoutait, qu'elle était en train de traiter l'information et qu'elle avait besoin d'espace, pas de distance. Il dit qu'il comprenait la différence. Pardonner fut plus lent. Non parce que ce qui s'était passé était gravissime. Au final, ce n'était qu'un appel, une discussion. Mais la blessure n'était pas le fait en soi, c'était ce qu'il révélait sur la façon dont ils avaient traversé cette période difficile. Chacun portant son propre poids seul, construisant une solitude partagée dans le même appartement, dormant sous le même toit et étant intime dans ce qui se voyait, tout en gardant ce qui ne se voyait pas avec trop de soin. C'est avec Camille qu'elle en discuta à voix haute. Camille écouta tout l'appel, garda le silence quand il le fallait et posa les questions nécessaires. Finalement, elle lui dit « Tu n'es pas en colère pour ce qu'il a fait. Tu es en colère parce que vous êtes tous les deux restés bien seuls au sein de votre propre relation pendant longtemps. » Chloé se tut puis admit que c'était exactement cela. Camille ajouta « Alors la discussion que tu dois avoir avec lui n'est pas sur l'ex. Elle est sur la façon dont vous avez tous les deux appris à vous isoler des choses que vous devriez vous dire. » Cette discussion eut lieu une nuit de pluie. À Lyon, il pleut souvent de cette façon typique. Soudainement, beaucoup, avec des tonnerres qui secouaient les vitres, et cela s'arrête aussi vite que ça a commencé. Ils étaient au salon quand ça a débuté, et, au lieu d'allumer la télé comme d'habitude, ils restèrent assis l'un à côté de l'autre sur le canapé à écouter l'averse. C'est avec ce bruit de la pluie frappant la fenêtre, et la rue se vidant, qu'elle lui dit ce qu'elle avait besoin de lâcher depuis la séance. Elle lui dit qu'elle n'avait pas de colère pour l'appel, mais pour la solitude qu'il y avait dessous. Elle lui expliqua que si ce processus mettait quelque chose en lumière, c'était qu'ils avaient été trop prudents l'un envers l'autre d'une manière qui n'était pas du vrai soin, mais une façon d'éviter les problèmes. Que chacun avait gardé ses peurs bien au fond pour ne pas effrayer l'autre, et qu'au final cela avait créé une distance qu'aucun n'avait choisie, mais que tous deux avaient construite, brique par brique, avec les meilleures intentions du monde. Julien resta à l'écouter avec cette attention pesante, qui était sa forme la plus forte d'être présent. Quand elle eut fini, il lui dit « Je crois que tu as tout à fait raison », et il le dit avec cette clarté directe qui était le meilleur de sa personnalité. Sans fioriture, sans mais, sans excuse. C'était une affirmation complète. Elle posa sa tête sur son épaule. Il ne bougea pas. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant la pluie diminuer, et quand elle s'arrêta tout à fait, il resta dans la rue un silence qui semblait propre, comme si l'eau avait emporté quelque chose qui stagnait depuis longtemps. Les semaines qui suivirent eurent une autre vibration. Ce n'est pas que les problèmes s'étaient évaporés, mais il y avait de la place pour qu'ils existent sans que cela signifie la fin du monde. Julien commença petit à petit à dire plus de choses.
Ce n'étaient pas des discours ni des révélations de films, mais des petites choses du quotidien qu'il gardait avant pour lui. Un commentaire sur un collègue de la base qui l'avait agacé, un souvenir de jeunesse qui lui était revenu pendant le déjeuner, une inquiétude pour une facture élevée. Des choses infimes, mais c'était elle qui faisait la différence entre deux corps dans la même pièce et deux personnes dans la même vie. Pour Léa et Hugo, les semaines furent différentes. Ce que Hugo avait confessé sur ses fuites créa une tension silencieuse entre eux que Béatrice leur demanda de travailler lors des séances. Léa était furieuse, mais d'une manière très spécifique, non pour le fait en soi, mais pour le schéma que cela démontrait. Elle raconta à Chloé lors d'un de leurs cafés du samedi que ce qui lui faisait mal n'était pas qu'il sorte sans prévenir, mais qu'aucune de ces 6 fois, il n'était revenu, en lui demandant comment elle s'était sentie pendant qu'il n'était pas là. Que la fuite était pour se protéger lui, pas pour prendre soin de la relation. Chloé lui dit qu'elle avait ressenti quelque chose de similaire avec Julien. Léa lui répondit que oui, mais qu'il y avait une différence et qu'elle voulait être honnête même si c'était dur. Ce qu'avait fait Julien était une faiblesse d'un homme bon. Ce qu'avait fait Hugo était le schéma d'un homme qui n'a pas encore appris que l'autre existe même quand il ne le regarde pas. Chloé repensa à cette distinction pendant longtemps. La séance de préparation finale avec Béatrice fut plus pratique. Il y avait des détails à boucler, des accords à établir et des limites à poser clairement. Béatrice géra cela avec la précision de celle qui l'a déjà fait et sait que le diable se cache dans les détails que l'émotion du moment a tendance à ignorer. Chacun dit ce qu'il était prêt à faire et ce qu'il refusait catégoriquement, et ces limites furent écoutées sans discussion. Une limite dite est une limite respectée, sans négociation, sans demander pourquoi, sans essayer de convaincre personne. Béatrice fut très catégorique là-dessus. Elle dit que l'expérience n'en vaudrait la peine que si tous sortaient en sentant qu'ils avaient été respectés à 100%, et que tout manquement au pacte, aussi minime soit-il, enlevait tout son sens à la démarche. Hugo fit un commentaire un peu moqueur sur tant de règlements, et Béatrice le fixa avec un calme absolu avant de lui lâcher « La liberté que tu cherches n'existe qu'au sein d'une structure de confiance véritable. Sans structure, ce n'est pas de la liberté, c'est juste du désordre avec une illusion de liberté. » Hugo ne dit plus rien. Ils fixèrent la date à un samedi soir, 5 semaines plus tard. Le lieu serait un appartement neutre, loué par Béatrice précisément pour ce genre de choses dans le cadre du processus. Elle-même serait là, dans la pièce d'à côté, non pour intervenir, mais pour être à portée de main si l'un des 4 avait besoin d'arrêter. Ils sortirent de la séance avec un poids nouveau qui ne semblait pas mauvais. C'était la densité de quelque chose de réel qui allait arriver, la différence entre discuter de l'eau et être déjà au bord de la rivière. Ces 5 semaines furent d'une étrangeté toute particulière. Chloé continua son travail, ses dîners et ses mardis avec Julien, ses cafés avec Camille et ses samedis avec les 2 autres. Elle avait une conscience différente dans son corps, une attention qu'elle ne savait pas comment nommer. Ce n'était ni l'attente du plaisir, ni la peur de ce qui venait. C'était comme une vigilance interne, comme quand on sait qu'on va avoir besoin de soi-même d'une manière que l'on ne connaît pas encore. Un après-midi, lors d'une de ses promenades seule dans le vieux Lyon, elle s'arrêta devant un stand de photographie. Il y avait une série de photos en noir et blanc de couples, prises dans des moments ordinaires, dans la cuisine, dans le bus, sur une place, en train de dormir. Ce qu'elles avaient toutes en commun, c'était une chose. Sur aucune, les gens ne posaient. Toutes avaient été capturées quand ils oubliaient qu'il y avait un appareil. Et il y avait dans toutes, dans ce manque de pose, une intimité qui faisait presque mal à voir. Chloé resta là devant les photos un long moment. Elle pensa à Julien. Elle pensa à quel point elle avait appris à l'aimer sans se laisser voir vraiment par lui, comme si elle avait construit une façon d'aimer qui les protégeait tous deux d'une vulnérabilité plus grande. Et elle pensa que peut-être la fenêtre embuée qu'il avait décrite lors de la séance n'était pas une métaphore de leur relation, mais une métaphore d'elle-même. Elle acheta l'une des photos, celle de la cuisine. Une femme de dos remuant une casserole pendant qu'un homme la regardait depuis la porte avec une expression qui était de l'amour pur, sans fioriture. Elle l'emporta à la maison et l'accrocha au salon sans rien dire à Julien. Quand il rentra ce soir-là et la vit, il resta debout à la regarder un instant. Puis il dit « Elle est chouette ». Elle lui répondit que oui, et on en resta là. Il y eut aussi, durant ces semaines, un après-midi où elle croisa Hugo par hasard dans un café près de l'agence où elle travaillait. Il était seul, sans Léa, travaillant sur son ordinateur avec des écouteurs. Elle entra, commanda son café au lait et, avant de partir,
s'approcha de sa table juste pour le saluer. Hugo retira ses écouteurs, la salua et lui demanda comment elle allait. Cette discussion dura 20 minutes et Chloé ne l'oublia jamais. Non parce qu'ils dirent quelque chose d'extraordinaire, mais parce que Hugo semblait différent, comme elle l'avait remarqué parfois lors des dernières séances, sans le masque de l'humour, sans cette attitude d'être sur une scène. Il était tranquille, presque humble, avec une expression qu'elle ne lui avait vue qu'une fois, quand Léa avait dit ce qu'elle ressentait en étant invisible à ses côtés. Elle lui demanda comment ça allait, et il répondit qu'il essayait, et il le dit avec une humilité qui n'était pas du tout habituelle chez le Hugo qu'elle connaissait. Elle lui dit que ça se voyait. Il répondit qu'il ignorait si c'était suffisant. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas répondre à cela. Il resta silencieux, puis lui lança « Tu crois que les gens changent vraiment, ou qu'ils mettent juste à jour la version de ce qu'ils sont déjà ?» Elle réfléchit avant de répondre. Elle lui dit qu'elle croyait que le changement réel était possible, mais qu'il était plus lent et faisait plus mal que ce que les gens pensaient, et qu'il ne ressemblait presque jamais à une transformation, mais à de la pure souffrance, et que ce n'est qu'après qu'on pouvait regarder en arrière et voir ce qui avait bougé. Hugo resta avec cette réponse sur le visage un moment, puis il la remercia avec un ton qui pesait plus que ce que le mot pèse d'ordinaire. Elle partit avec son café et la sensation d'avoir vu une seconde sous l'armure un homme qui essayait vraiment de se comprendre. Elle ne savait pas s'il y parviendrait, mais elle respectait l'effort, et cet après-midi-là naquit un respect qui resta pour toujours. La semaine précédant la date fixée fut d'un silence qui servait à quelque chose. Julien était plus présent que jamais, non de façon anxieuse, mais d'une façon qui disait qu'il était là, tout entier, et que cela n'allait pas changer. Un soir, alors qu'elle était dans la salle de bain après le dîner, il resta à l'évier de la cuisine un long moment, et quand elle sortit, il lui dit « Tu sais que ce que je ressens pour toi ne dépend pas de ce qui se passera ce samedi. » Elle lui dit qu'elle le savait. Il répondit « Je voulais juste que tu le saches. » Elle s'approcha, colla son front au sien une seconde, et ils restèrent ainsi. C'était un petit geste, mais immense à la fois. Le jeudi avant le samedi, Léa envoya un message à Chloé lui demandant si elle voulait un café. Chloé accepta. Elles allèrent alors du temps, là où tout avait commencé, et s'assirent dehors avec la lumière de la fin de journée frappant les pavés. Léa confessa avoir un trac d'actrice avant d'entrer en scène. Chloé lui dit qu'elle aussi. Léa ajouta qu'il y avait une différence, que son trac n'était pas pour ce qui allait se passer, mais pour ce que cela allait démontrer d'elle-même, de qui elle était quand il n'y avait plus de scénario à suivre. Chloé la comprit parfaitement. Elles restèrent là une autre heure, buvant du café et mangeant de la brioche, parlant de choses plus banales, d'une pièce que Léa avait vue la semaine passée, d'un design que Chloé terminait, d'un festival que Hugo organisait pour le mois suivant. Des choses de la vie qui continuaient d'exister parallèlement à tout le reste, car la vie ne s'arrête pas pour qu'on règle ses problèmes les plus profonds. Quand elles se quittèrent, Léa prit le bras de Chloé une seconde et lui dit « Quoi qu'il arrive, merci de t'être lancée là-dedans avec moi. » Chloé lui répondit de rien et elle le dit d'une façon qui portait bien plus que ce que les mots parviennent à exprimer. Le samedi arriva avec un ciel dégagé et un petit air qui ne semblait appartenir à aucune saison en particulier. Lyon était animé en début de soirée, les bistrots pleins, l'avenue principale bien éclairée et le son de la musique s'échappant de quelque part dans le quartier de la Guillotière. 4 personnes prirent des voitures séparément, avec des horaires décalés comme convenu, et arrivèrent à une adresse neutre dans un quartier d'immeubles ordinaires, sans rien de spécial, sinon le silence. Béatrice ouvrit la porte. À l'intérieur, le salon avait des chaises simples, une table avec de l'eau et la bougie habituelle sur la fenêtre. L'appartement ne sentait rien, ce qui était précisément l'odeur nécessaire pour ce qui allait se passer. Les 4 s'assirent. Personne ne parla pendant un moment. Béatrice leur dit « Vous avez toute liberté d'arrêter quand vous voulez. Arrêter est un acte de courage, pas de faiblesse. » Puis elle leur dit que la nuit était à eux et se retira dans la pièce d'à côté, laissant la porte entr'ouverte. Le silence qui ouvrit ce qui suivit était pesant, mais pas de peur. C'était de la solennité, cette vibration que l'on ressent quand on est sur le point de faire quelque chose dont on ne pourra pas revenir en arrière. Non parce que c'est impossible à défaire, mais parce que cela révèle des choses. Et la révélation, comme les 4 l'avaient déjà appris en ces mois, est un chemin à sens unique. On ne peut pas cesser de voir ce qu'on a déjà vu, mais ce qui viendrait après, quoi que ce soit, se dirait depuis un endroit où aucun d'eux n'était allé auparavant. Et c'est ainsi qu'ils se trouvaient tous les 4, dans ce salon simple, avec la bougie vacillant à peine à la fenêtre, au début d'une nuit qui avait encore des heures devant elle,
et qui portait dans ces heures la possibilité de tout. Il y a des nuits qui ne peuvent être racontées de manière linéaire. Elles exigent un autre langage, non celui de la chronique, mais celui de la mémoire, qui bondit, s'arrête, revient, garde les détails insignifiants et perd les essentiels, et qui comprend, bien plus tard, ce qui s'est réellement passé dans cette pièce silencieuse d'un appartement anonyme de Lyon. Une nuit où 4 personnes ont décidé de se voir avec une clarté qu'aucun miroir quotidien ne leur avait permise. Chloé se souvint plus tard de la flamme de la bougie qui dansait sur le rebord de la fenêtre, avant que tout ne commence. Elle se souvint de l'odeur neutre de cet appartement qui n'appartenait à personne, et de ce fait appartenait à tous. Elle se souvint de Julien assis face à elle, les épaules un peu tendues, non par colère, mais par cette concentration qui était son état naturel face à l'inconnu. Elle se souvint de Léa, qui s'était levée pour entr'ouvrir la fenêtre d'1 centimètre en demandant la permission d'une voix ténue, disant qu'elle avait besoin d'un filet d'air. Elle se souvint d'Hugo, resté debout un instant près de la fenêtre, avant de s'asseoir, les mains dans les poches, dans cette posture de celui qui tente de décider s'il est brave. Et elle se souvint, avec une netteté que le temps n'effaça jamais, du moment où tout bascula. Ce ne fut rien de dramatique. Il n'y eut pas de musique, pas de phrases révélatrices, aucun de ces signaux que le cinéma utilise pour vous dire que les choses sérieuses commencent. Ce fut un moment de calme plat, et c'est pour cela qu'il fut si percutant. Il y avait une proximité qui se construisait depuis des mois, et cette nuit-là, cette proximité atteignit sa limite naturelle. Non comme un manque de respect, mais comme cette révélation qui survient quand 2 êtres humains se retrouvent sans défense au même moment, au même endroit. Chloé se trouvait près d'Hugo, non par calcul, mais parce que les 4 étaient dans un espace restreint et que les places s'étaient agencées ainsi sans que personne n'y réfléchisse. Et dans cette proximité, dans cette absence d'armure que le travail de longs mois avait façonnée, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé sous cette forme. Ce ne fut pas un coup de foudre, ni la découverte d'un désir enfoui depuis toujours. Ce fut quelque chose de plus subtil et de plus étrange. La sensation que l'espace entre elle et cette autre personne devenait perméable d'une manière qui, avec Julien, n'avait jamais été identique. Non parce que Julien ne l'aimait pas ou qu'elle ne l'aimait pas. C'était autre chose, presque comme un idiome, une fréquence qui répondait à cette autre présence avec une facilité qu'elle n'avait jamais expérimentée. Et quand cette plénitude arriva enfin, ce ne fut pas comme trouver quelque chose de nouveau. Ce fut comme reconnaître quelque chose qui avait manqué si longtemps qu'elle en avait oublié l'absence. C'était l'opposé du vide qu'elle portait. C'était le moulage exact de ce creux auquel elle n'avait jamais pu donner de nom. Elle resta totalement immobile un instant après cela. Puis elle regarda Julien. Il la regardait. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur ce visage qu'elle connaissait mieux que le sien. Ce n'était ni de la rage, ni de la trahison. C'était une douleur muette et propre, la douleur de celui qui a compris quelque chose qu'il savait déjà depuis toujours, mais qui se disait désormais avec un langage qui ne laissait place à aucun doute. Il y avait une reconnaissance dans ce regard, et elle était mutuelle. Il l'avait vue, elle savait qu'il l'avait vue, et aucun d'eux ne pouvait défaire cela. La nuit se termina d'une manière que personne n'avait prévue. Pas de dispute, pas de larmes spectaculaires sur le moment, aucune de ces scènes que l'on aurait pu imaginer si l'on avait tenté de répéter la suite. Béatrice revint dans le salon au moment opportun, comme si elle avait senti depuis l'autre pièce que ce qui devait arriver était arrivé, et qu'il était temps de laisser chacun revenir à soi. Il y avait de l'eau sur la table. Il y avait un silence de respect. Il y avait chez les 4 une quiétude différente. Non celle du début, faite de solennité et de nervosité, mais celle d'après, faite de digestion et de stupeur. Léa restait silencieuse, les mains sur les genoux fixant un point au sol. Elle avait sur le visage quelque chose que Chloé parvint tout de même à lire. Ce n'était pas de la souffrance, c'était cette expression de celui qui a touché quelque chose qu'il ne sait pas encore nommer, mais sait qu'il devra le faire bientôt. Hugo était appuyé contre le mur, les bras croisés, regardant le plafond. Il semblait différent du Hugo habituel, non seulement par l'absence de plaisanterie, mais par une présence plus tranquille que Chloé avait aperçue par bribes, mais jamais de façon aussi constante. Julien se leva quand la doctoresse arriva, la remercia d'un signe de tête et se dirigea vers la fenêtre. Il y resta un instant, observant la rue. Ce n'était pas qu'il s'éloignait par colère, c'était sa façon d'être. Quand il devait traiter quelque chose d'important, il se postait à une fenêtre
et regardait dehors comme si le monde en mouvement l'aidait à ordonner ce qui était immobile en lui. Ils repartirent dans des voitures séparées ce soir-là, chaque couple vers son foyer. Dans la voiture, Chloé et Julien ne parlèrent pas durant les 10 premières minutes. C'était un silence pesant mais pas malsain, dense mais sans agressivité. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble et qu'il coupa le contact, ils restèrent là un moment, le moteur éteint. Alors il dit « Tu as ressenti quelque chose de différent ». Ce n'était pas une question, c'était une affirmation dite avec cette honnêteté directe qui était ce qu'il y avait de meilleur et de plus difficile chez lui. Elle resta silencieuse un instant, puis elle dit « Oui ». Il fixa le tableau de bord un moment, il dit « Je l'ai vu ». Elle lui répondit « Je sais que tu l'as vu ». Il dit « Je ne sais pas quoi faire de ça pour l'instant ». Elle dit « Moi non plus ». Ils restèrent ainsi encore un moment. Puis il descendit, elle aussi. Ils montèrent ensemble les escaliers sans parler et entrèrent dans l'appartement. Il alla directement à la salle de bain, y resta quelques minutes, sortit, alla à la cuisine, but de l'eau et revint. Elle était assise sur le canapé, les jambes repliées, se serrant les bras, en attente. Il s'assit à ses côtés, ni trop près, ni trop loin. Et il resta là. Après un long moment, il lâcha. « Je crois que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que je ne parvenais pas à te donner, et que ce n'était pas par manque d'amour de ma part ou de la tienne. C'est juste que je n'ai jamais voulu le voir en face, car le voir allait exiger une honnêteté pour laquelle je n'avais pas de courage. » Elle se tourna vers lui. Il continua « Je n'ai jamais voulu ouvrir notre relation, tu le sais. J'ai accepté parce que je t'aime plus que je n'ai peur, mais j'ai accepté avec mon corps et je n'ai pas emmené mon cœur avec moi. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu cet épisode avec mon ex, parce que je faisais un pas d'amour immense pour moi, mais que j'étais seul là-dedans, et le désarroi a dû s'évacuer quelque part. » Elle ne dit rien pendant un instant. Puis elle dit d'une voix ferme mais pas froide « Tu aurais dû me dire ça, avant, quand je te l'ai proposé. » Il dit « Je sais, j'aurais dû. » Elle lui demanda « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il resta silencieux. Puis il dit « Et ce fut la réponse la plus sincère qu'elle lui ait jamais entendue. Parce que je ne suis pas doué pour dire non à ceux que j'aime, parce que dire non me donne l'impression de ne pas aimer assez, et j'ai toujours voulu aimer assez. » Chloé garda cette phrase en elle un long moment. Aimer assez. Combien de toute cette histoire s'était construit sur l'idée que l'amour devait suffire à tout, devait boucher tous les trous, devait réparer ce que les mots n'avaient pu. Elle lui dit « L'amour entre nous est réel. Tu le sais et je le sais aussi. Mais je crois que nous n'avons jamais appris à parler la même langue quand il s'agit de l'essentiel. Et c'est pour ça que nous en sommes arrivés là. » Il lui demanda « Tu crois que c'est réparable ?» Elle le fixa longuement. Non parce qu'elle ignorait la réponse, mais parce qu'elle était délicate et qu'il fallait la dire avec précaution. Elle dit « Je crois que c'est réparable si nous voulons tous les deux la même réparation. Et c'est ce que nous devons découvrir si nous le souhaitons. » Il dit « Moi, je le veux. » Elle lui répondit « Moi aussi. Mais vouloir ne suffit pas si vouloir signifie revenir à ce que nous étions avant. » Il resta silencieux. Elle poursuivit « J'ai eu besoin de cette nuit. Pas pour ce qui s'est passé avec une autre personne, mais pour ce que j'ai découvert sur moi, que le problème n'a jamais été moi, c'était nous. C'était une incompatibilité de fréquence que nous n'avons jamais nommée parce que le nom nous terrifiait. » Julien resta très immobile un moment. Puis il demanda d'une voix basse mais sans trembler « Et maintenant qu'elle a un nom ?» Elle dit « Maintenant c'est à nous de décider ce que nous faisons de ce nom. » Ainsi se termina cette nuit, non par une rupture ni par une réconciliation, mais par quelque chose de plus rare et difficile que les deux. Par une honnêteté véritable, celle qui ne répare rien instantanément, mais qui est le seul matériau avec lequel on peut construire quelque chose de durable. De l'autre côté de la ville, Léa et Hugo arrivèrent dans leur appartement dans une quiétude qu'Hugo n'avait pas gardée aussi longtemps depuis qu'elle le connaissait. Normalement, quand il y avait de la tension dans l'air, il parlait trop. Des blagues, des commentaires, des détours. Cette nuit-là, il resta muet. Et son silence, que Léa avait passé des années à interpréter comme de l'indifférence, semblait différent désormais. Il ressemblait à un processus, à quelqu'un qui était enfin à l'intérieur de lui-même, au lieu d'être dehors à faire du bruit. Elle lui demanda comment il allait. Il dit « Je réfléchis ». Elle lui demanda « À quoi ?» Il attendit un instant. Puis il dit « À combien de fois j'ai parlé plus fort que je ne le devais pour ne pas avoir à ressentir ce qu'il y avait dessous ?» Léa le regarda avec cette attention de comédienne qui reconnaît la vérité quand elle l'a devant elle. Elle lui demanda « Et qu'est-ce que tu ressentais dessous ?»
Il lui répondit « De la peur, fondamentalement, de la pure peur, de ne pas être à la hauteur, d'être trop, et en même temps de ne pas suffire, ce qui est une combinaison atroce. » Elle lui dit, d'une voix plus douce, « Je connais bien cette combinaison. » Il lui demanda, « Comment la connais-tu » Elle lui confessa, « Parce que je passe des années à essayer d'être assez bonne pour que quelqu'un me voie vraiment. Et parfois je m'occupe tellement à essayer d'être vue que j'en oublie de regarder ce que j'ai devant moi. » Hugo la fixa un moment, puis il lâcha, « Tu regardais Julien aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut différent des autres. Léa ne le nia pas. Elle dit avec l'honnêteté que ces mois de processus avaient rendu son unique langage dans ces circonstances, « J'ai ressenti quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais je l'ai ressenti. » Hugo n'explosa pas. Il ne fit pas de blague. Il ne partit pas. Il resta assis sur le bord du lit et garda ce silence de celui qui digère quelque chose de plus grand que prévu. Après un moment, il dit « Moi aussi j'ai ressenti des choses, et je ne sais pas quoi en faire. » Elle lui dit « Moi non plus. » Ils restèrent ainsi un moment sur le bord du lit, deux corps fatigués et honnêtes, chacun naviguant pour son propre compte, sans l'illusion que l'autre puisse le faire à sa place. Il y avait une étrangeté là, mais une étrangeté plus vraie que la confiance d'autrefois, cette confiance qui n'était parfois qu'un pacte de ne pas déranger. Cette nuit-là, Léon dormit comme toujours, sans savoir ce qui s'était passé à l'intérieur de ses appartements anonymes. Les avenues restèrent désertes, les lumières des réverbères éclairèrent les trottoirs vides et la ville suivit son rythme de cité qui ne se soucie pas des histoires qui se déroulent en son sein. Mais à l'intérieur de 2 appartements de cette ville, 4 personnes étaient éveillées ou presque, et aucune n'était la même que celle qui s'était réveillée ce matin-là. Non parce qu'il s'était produit quelque chose qui les avait changés de l'extérieur, mais parce qu'il s'était produit quelque chose qui avait enfin retiré suffisamment de protection pour que le changement qui s'opérait déjà depuis des mois, silencieux et constant comme une racine dans la terre, puisse enfin se reconnaître. Et cela qui ressemblait à un pur début de douleur était aussi le seul type de commencement à partir duquel quelque chose de réel peut croître. Après la nuit de l'appartement neutre, le monde ne s'arrêta pas. C'est la partie la plus rude des grands virages de la vie intime. Le monde ne s'arrête pas. Le travail continue, le petit déjeuner continue, le trafic sur l'avenue Berthelot continue, et on se retrouve là au milieu de tout, portant quelque chose qui a totalement changé le sol intérieur, alors que le sol extérieur semble identique, comme si de rien n'était. Chloé retourna travailler le lundi suivant et livra le design de la boutique de vêtements à temps. Le client lui fit un compliment et elle répondit par mail avec les mots appropriés. Elle déjeuna seule dans un petit restaurant près de l'agence, commanda un plat qu'elle n'avait même pas faim de manger et resta à regarder la rue par la fenêtre avec cette sensation de vivre sur 2 plans simultanément. Celui de ce qui se voit et celui de ce qui se ressent, et les deux ne se parlaient pas très bien ces jours-là. Julien, de son côté, partit à la base le lundi comme d'habitude. Il rentra à l'heure habituelle. Il n'était ni froid ni distant. Il était dans cet état qui lui était propre quand il traitait quelque chose de sérieux, présent dans tout ce qui était pratique, attentionné mais un peu replié sur lui-même, comme s'il avait mis une partie de son attention en mode de travail interne qui n'acceptait pas d'interruption. Elle respectait cela chez lui. Elle l'avait toujours respecté. C'était l'un des points sur lesquels ils se ressemblaient. Tous deux avaient besoin d'espace intérieur pour ruminer les grandes choses avant de pouvoir en parler. La séance avec Béatrice cette semaine-là fut différente de toutes les précédentes. C'était la première après la nuit de l'appartement et Béatrice leur avait envoyé un message auparavant. Cette séance ne serait ni d'analyse ni d'exercice. Elle serait de présence. Être là avec ce qui s'était passé, sans essayer de le réparer prématurément, sans vouloir lui donner un sens avant que le sens ne soit prêt. Les 4 arrivèrent dans un état difficile à expliquer pour un observateur extérieur. Ce n'était pas de la tension à proprement parler, mais il y avait une charge électrique sourde dans l'air, cette vibration subtile de celui qui avance avec précaution pour ne pas heurter quelque chose de fragile en pleine formation. Ils s'assirent dans le demi-cercle habituel. Il y avait de l'eau et du thé. La bougie était à la fenêtre. Béatrice leur demanda, pour commencer, que chacun dise en une phrase comment s'était passée sa semaine. Hugo attendit un instant. Il dit « silencieuse », plus silencieuse que n'importe quelle semaine dont je me souvienne. Léa dit « pesante », mais comme un fruit devient pesant quand il est mûr. Pas désagréable, juste plein. Julien dit « présent ». Chloé dit « j'apprends que je ne savais pas écouter ma propre voix ».
Béatrice laissa les 4 phrases flotter un moment, puis elle dit qu'elle voulait poser une question à chacun, séparément, et que la seule règle était de répondre avec la première chose honnête qui venait, sans filtre. Pour Hugo, « Qu'as-tu vu la nuit de samedi que tu n'as encore dit à personne ?» Hugo resta silencieux un moment qui faillit devenir inconfortable, puis il lâcha « J'ai vu que quand personne ne me regarde, je ne sais pas très bien qui je suis. » La pièce absorba cela. Pour Léa, « Qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec toi-même après cette nuit ?» Léa répondit « J'ai arrêté de demander pardon pour vouloir ce que je veux, pas à Hugo, mais à moi-même. » Pour Julien, « Qu'aurais-tu aimé dire cette nuit-là que tu n'as pas dit ?» Julien garda les yeux fixés au sol un instant, puis il regarda Chloé. Il dit « Que je n'ai jamais regretté d'avoir accepté, parce que tu méritais de découvrir ce que tu as découvert, même si cela m'a coûté. » Chloé ferma les yeux une seconde. Pour Chloé, « Qu'as-tu découvert sur toi-même qui a changé la façon dont tu te vois ?» Elle resta immobile. Puis elle dit « Que le problème n'a jamais été moi. Pendant des années, j'ai porté l'idée que quelque chose clochait chez moi. Un défaut de fabrication, une incapacité. Et cette nuit-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun défaut. Il y avait juste une fréquence que je n'avais pas encore trouvée. Et trouver cette fréquence ne dit rien de mal sur moi ni sur Julien. Cela dit juste que nous sommes des personnes réelles, avec des besoins réels, que nous ne nous étions jamais donné la permission de nommer. » Béatrice garda le silence un moment, puis elle dit « C'est ça, c'est exactement ce que tout le processus a été conçu pour révéler. Pas des réponses toutes faites, mais des questions qui ont enfin la place d'exister. » Après la séance, alors que les autres discutaient un instant avec la thérapeute, Julien sortit et resta dans les escaliers de l'immeuble. Chloé le rejoignit. Ils restèrent tous deux assis sur les marches de béton, épaule contre épaule, écoutant le bruit de la rue en bas qui était le bruit de Lyon en plein après-midi de semaine. Moteur de bus, enfants, musique s'échappant d'une fenêtre. Il lui demanda « Est-ce que tu vas rester avec lui ?» Elle resta silencieuse. Il poursuivit « Je ne te demande pas ça avec colère. Je te demande parce que j'ai besoin de savoir où je me tiens. » Elle lui dit « Je ne sais pas encore. Je sais que ce que j'ai ressenti n'était pas de l'amour. C'était une découverte sur moi-même. Mais les découvertes entraînent des conséquences, et je ne sais pas encore quelles sont les miennes. » Il dit « C'est d'accord. » Elle lui dit « Julien, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Ce que je ressens pour toi est l'amour le plus solide et le plus honnête que j'ai connu. Ce n'est pas moins que ce qu'il paraît, c'est exactement ce que c'est. » Il se tourna vers elle. Il avait dans le regard quelque chose qu'elle reconnut comme de la douleur, mais aussi comme de la dignité. Et ces deux choses vont rarement ensemble, ainsi, de façon si pure. Il lui répondit « Je le sais. Moi aussi, je sais ce que je ressens. Je ne sais juste pas si ce que nous ressentons suffit à ce dont nous avons tous deux besoin. » Elle resta avec cette phrase en elle, comme si c'était une pierre lisse, impossible à saisir, impossible à jeter. Dans les jours qui suivirent, Chloé ne chercha pas Hugo. Ce ne fut pas un pacte formel ni une décision stratégique. Ce fut simplement ce qui arriva quand elle cessa de chercher des choses à l'extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Ce qu'elle avait ressenti cette nuit-là n'était pas l'envie d'être avec lui, c'était découvrir une capacité qu'elle possédait. La différence était un abîme, et elle mettrait encore plus de temps à le comprendre totalement, mais elle en savait déjà assez pour ne pas prendre de décision dictée par quelque chose qui était encore en cours de traduction. Hugo, de son côté, ne la chercha pas non plus. Mais un mercredi, très tôt, elle était assise à sa place à l'agence quand son téléphone vibra avec un message de lui. « Je voulais juste dire que cette nuit m'a appris plus sur moi que je ne l'espérais. J'espère que tu vas bien. » Elle resta à fixer le message un instant. Elle lui répondit « Je suis aussi en train de traiter tout ça. Prends soin de toi. » Il mit un simple « Ok » et on en resta là. Chloé resta avec la sensation étrange qu'il y avait là une sorte de respect mutuel, une reconnaissance entre deux personnes qui s'étaient vues d'une manière peu commune et qui savaient que cela entraînait une responsabilité, pas un droit. Ce fut 2 jours plus tard qu'elle croisa Léa par pur hasard au marché de la Croix-Rousse. Léa était avec son chariot dans la file d'attente de la caisse, avec l'air de quelqu'un qui pense à toute autre chose qu'à ce qu'il fait. Quand elle vit Chloé, son visage s'illumina d'un sourire qui portait du soulagement. Elles allèrent prendre un jus de fruits frais juste à côté. Léa lâcha presque d'emblée. « Il est différent. » Chloé lui demanda « Différent comment ?» Elle répondit « Moins bruyant, moins préoccupé par ce que les gens pensent de lui. Hier, il est arrivé à la maison,
s'est assis à la table de la cuisine sans rien allumer, sans prendre son téléphone, et il est resté là 20 minutes en silence. Je me suis approché et je lui ai demandé ce qu'il y avait, et il m'a dit qu'il essayait d'entendre ce qu'il pensait quand il n'était pas distrait. Chloé dit « Ça, c'est vraiment différent ». Léa dit que oui et qu'elle ne savait pas encore quoi en faire. Elle confessa qu'une partie d'elle avait peur de le croire, parce qu'il y avait une ancienne Léa qui avait appris à ne pas croire au changement d'Hugo, car il revenait toujours au même point. Mais qu'il y avait une autre Léa qui avait passé des mois à apprendre à nommer ce qu'elle ressentait, et que cette Léa-là ne pouvait ignorer que l'homme qui arrivait à la maison silencieux et écoutant ses propres pensées était quelque chose de vrai. Chloé lui dit « Tu mérites de croire en ce que tu vois ». Léa lui demanda « Et toi, comment ça va entre vous ?» Chloé resta un moment son jus à la main. Elle dit « Nous sommes dans un endroit honnête, ce qui est parfois plus difficile qu'un endroit confortable, mais c'est le seul endroit où l'on peut construire quelque chose de réel. » Léa lui dit « Tu l'aimes encore ?» Ce n'était pas une question. Chloé lui répondit « Oui, et j'apprends qu'aimer quelqu'un et avoir besoin de quelque chose de différent en même temps n'est pas une contradiction. C'est juste être humain. » Léa resta pensive. La séance de la semaine suivante fut la plus forte depuis le début. Béatrice leur demanda de venir chacun prêt à dire, à voix haute et devant les trois autres, ce qu'il avait appris sur lui-même durant tous ces mois, depuis ce premier dimanche à l'heure du temps jusqu'à cet après-midi. Pas sur le couple ni sur les deux autres, mais sur soi-même. Hugo fut le premier. Il dit, d'une voix qui n'avait plus cette allure de spectacle mais qui restait la sienne, « J'ai appris que j'utilise l'humour comme un mur et non comme un pont, qu'il y a une différence énorme entre le fait que les gens rient de vous et le fait que les gens rient avec vous. Que pendant longtemps j'ai vécu dans le premier cas en croyant être dans le second. Et que la différence entre les deux est précisément la différence entre être vu et n'être que le décor. » Léa le regarda avec une expression qui portait beaucoup de choses à la fois. Léa dit « J'ai appris que l'invisibilité que j'ai toujours ressentie aux côtés de ceux que j'aimais était en partie construite par moi. Que quand on passe tant de temps à attendre d'être vu, on finit parfois par cesser de faire les choses qui nous rendent visibles, parce que l'attente devient une identité et l'identité devient une habitude. J'ai appris que j'ai besoin d'exister par moi-même d'abord, et que cette existence rendra tout autour plus honnête. » Julien resta un moment les yeux fixés au sol avant de parler. Il dit « J'ai appris que l'amour n'est pas de prouver que je suis suffisant. Que chaque fois que j'ai vu l'amour comme une épreuve, je me mettais une pression qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, d'une peur si vieille que je ne savais même plus qu'elle était là. J'ai appris qu'aimer quelqu'un vraiment inclut parfois de dire ce qu'on ne veut pas, jusqu'au « je ne veux pas ». Chloé fut la dernière. Elle dit doucement, comme quelqu'un qui lit quelque chose qu'il a écrit avec grand soin. J'ai appris que ce que j'ai cru être un défaut chez moi pendant des années était en réalité une question que je ne m'étais pas donné la permission de me poser, et que la honte que je portais n'était pas la mienne. C'était le résultat de vivre dans le silence sur quelque chose qui méritait d'avoir une voix. J'ai appris que me connaître n'est pas arriver à une conclusion sur qui je suis, mais avoir le courage de continuer à questionner même quand les réponses dérangent. La pièce resta silencieuse après qu'elle eut fini. Béatrice dit que le processus avait atteint son moment le plus important. Non l'expérience du samedi, mais celle-ci. Quand chacun parvient à se regarder avec honnêteté et à nommer ce qu'il a trouvé, sans se défendre et sans jouer la comédie. Elle dit que ce que chacun avait dit cet après-midi était le vrai travail. Tout le reste n'avait été que le chemin pour y arriver. Après la séance, alors qu'ils descendirent les escaliers de l'immeuble, il y eut un moment où Hugo s'arrêta 2 marches au-dessus de Julien et lui dit, sans masque, sans blague, avec cette honnêteté simple qui lui venait peu à peu, « Tu es un homme que je respecte énormément. » Julien tourna le visage vers le haut pour le regarder. Il lui dit « Merci ». On en resta là, mais c'était suffisant. Léa marcha aux côtés de Chloé sur le trottoir pavé et lui dit que la séance l'avait laissée épuisée mais d'une bonne façon, de celle qui ne se distingue pas du soulagement quand on est à mi-chemin. Chloé lui dit qu'elle la comprenait. Elles marchèrent un moment sans parler, avec le bruit de la ville autour, et il y avait dans ce silence partagé entre elles une qualité d'amitié qu'elles n'avaient pas prévue, mais qu'elles avaient construite, brique par brique, durant ces mois d'honnêteté forcée. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Chloé et Julien dînèrent ensemble et discutèrent de choses banales. La nouvelle qu'il avait entendue à la radio de la base, un nouveau projet qui lui était parvenu,
le bistrot du coin qui avait mis une nouvelle enseigne. Des choses de la vie. Et il y avait dans ces choses une texture différente. Non la légèreté de celui qui ignore le poids, mais la légèreté de celui qui apprend à porter le poids avec plus de grâce, en le partageant, en laissant l'autre voir quand c'est lourd. Et plus tard, avant de dormir, quand la lumière de la lampe était basse et que la ville dehors se faisait plus discrète, Julien dit, sans la regarder, les yeux au plafond, « Quoi qu'il arrive par la suite, je veux que tu saches que je ne regrette pas d'avoir traversé tout cela à tes côtés. » Elle resta silencieuse un moment, puis elle dit, « Moi non plus. » Et il y avait dans ces 3 mots, dits dans l'obscurité d'un petit appartement d'une ville française, plus d'amour que dans n'importe laquelle des déclarations qu'ils avaient tenté de formuler les années passées. Non parce qu'ils étaient plus beaux, mais parce qu'ils étaient vrais de cette façon que seules les choses dites après beaucoup de travail honnête parviennent à l'être. C'était ce qu'il y avait, c'était réel. Et parfois le réel, même s'il est compliqué, est précisément ce dont on a besoin pour la nuit qui passe. 12 mois. C'est un temps qui semble très court si on le compte en chiffres et très long si on le compte à travers tout ce qui a changé. Chloé s'en rendit compte un dimanche matin, exactement 1 an après ce premier café à l'heure du temps où elle et Julien s'étaient assis à côté d'un couple d'inconnus et avaient échangé leur numéro avec cette légèreté qui ignorait tout du poids à venir. Elle était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner et il y avait dans ce dimanche un silence différent des dimanches d'autrefois. C'était un silence plein, pas un silence de manque. Julien dormait encore. Elle pouvait entendre sa respiration tranquille depuis le couloir, et dans ce son quotidien, il y avait une familiarité qui s'était transformée au cours de l'année d'une manière qu'elle ne ressentait que lorsqu'elle restait suffisamment immobile pour le remarquer. Rien de ce qui était difficile n'avait disparu, mais il possédait désormais un langage pour en parler. Pendant que l'eau bouillait, elle resta à la petite fenêtre de la cuisine à regarder la cour de l'immeuble qui était encore déserte à cette heure. Elle pensa à Léa. Elle pensa à un appel qu'elle avait reçu la semaine précédente, avec la voix de Léa, portant une qualité nouvelle qu'elle mit quelques secondes à identifier. C'était la voix de quelqu'un qui est à la bonne place. Léa avait décroché le rôle. Pas un second rôle ni une petite participation. Le rôle principal dans une pièce qu'une compagnie de théâtre parisienne montait. Une production modeste mais très respectée dans un théâtre de la colline. Ce n'était pas la gloire qu'elle avait imaginée de loin pendant des années, c'était mieux. C'était réel, ça arrivait et elle l'avait gagné au mérite lors d'une audition où personne ne savait qui elle était. Elle avait pleuré de bonheur au téléphone avec Chloé. Chloé avait pleuré avec elle sans s'en rendre compte. La première était dans 3 semaines, et Chloé et Julien avaient déjà prévu d'y aller. Ils avaient de même déjà leur billet de train. Julien se réveilla alors qu'elle était encore à la fenêtre. Elle entendit le bruit du lit quand il se levait, ce grincement du sommier qu'il avait tenté de réparer 3 fois et qui persistait, puis ses pas dans le couloir, et enfin sa tête apparaissant à la porte de la cuisine, avec ce visage de réveil qu'elle avait appris à aimer d'une façon très spéciale. C'était la seule heure de la journée où son visage était sans filtre, sans cette légère concentration qu'il portait le reste du temps. Il la regarda à la fenêtre, regarda la théière, la regarda elle. Il demanda si on était déjà dimanche. Elle lui dit que oui. Il dit que c'était chouette, et alla à l'évier se laver le visage. Ils déjeunèrent ensemble en silence un moment, assis à la table de la cuisine avec le soleil entrant par la petite fenêtre. Puis Julien dit qu'il voulait lui proposer quelque chose. Elle lui demanda quoi. Il lui dit qu'il avait repensé à ces mardis soirs qui avaient commencé comme un exercice et qui s'étaient poursuivis ensuite, non plus comme un devoir mais par habitude. Il dit qu'il voulait qu'il continue, non parce que Béatrice le demandait, ni parce que c'était une technique, mais parce que c'était devenu le moment de la semaine où il était le plus lui-même à ses côtés, et qu'il voulait préserver cela. Elle le fixa un instant. Elle dit « D'accord ». Il lui demanda « Juste ça ?» Elle lui répondit « Ce « juste » est énorme ». Il saisit son mug gris à l'anse ébréchée, prit une gorgée de café et dit « Bon dimanche ». Elle lui répondit de même. Et il y avait dans cette petitesse tant de choses qui n'existaient pas 1 an auparavant, que ses yeux s'embuèrent sans raison dramatique. Ce n'était pas de la tristesse. C'était cette sensation de recevoir enfin quelque chose qu'on avait cessé d'attendre depuis si longtemps qu'on en avait oublié l'attente. La dernière séance avec Béatrice eut lieu cette semaine-là. Ils ne l'avaient pas prévue comme la dernière. Béatrice leur avait dit des mois plus tôt que le processus se terminait quand ils sentiraient eux-mêmes que c'était le moment, qu'il n'y avait ni délai fixe ni diplôme.
Mais ce point naturel arriva, celui qu'elle décrivit comme le moment où les outils appris se ressentent comme naturels plutôt que comme des outils. Ils n'étaient que 3 cette fois. Hugo avait prévenu qu'il ne pourrait pas venir, il avait un événement à la même heure. Mais il envoya un message que Béatrice lut avec sa permission, un message court qui disait « J'ai appris que rester silencieux n'est pas une faiblesse, qu'écouter est un acte de présence, pas de passivité. Je mettrai encore du temps à être l'homme que je veux être, mais je sais désormais d'où partir. Et dire merci ne suffit pas, mais c'est ce que j'ai. » Léa écouta le message les yeux brillants et resta silencieuse un moment. Puis elle commenta que c'était le texte le plus honnête qu'Hugo ait écrit depuis qu'elle le connaissait et que c'était une ironie savoureuse qu'il ait pu en dire plus en 3 phrases par écrit qu'à voix haute en 5 ans. Chloé dit que peut-être l'écriture rendait l'honnêteté plus facile pour certains, qu'elle ôtait le poids d'être observée et que c'était peut-être là le langage d'Hugo et que découvrir son propre langage était toujours un début. Béatrice mena la séance avec une délicatesse différente, comme quelqu'un qui sait qu'il est à la fin de quelque chose et que la fin mérite d'aller plus lentement. Elle leur demanda non pas ce qu'ils avaient appris, car cela avait déjà été beaucoup dit, mais ce qu'ils emportaient avec eux. Une seule chose. Léa dit « La certitude qu'il y a une place pour moi dans le monde tel que je suis, pas tel que je l'ai inventé pour être accepté. » Julien dit que l'amour sans voix n'est qu'une habitude, et qu'apprendre à avoir une voix au sein d'un amour qui existait déjà a été la chose la plus difficile et la plus nécessaire que j'ai accomplie. Chloé regarda la bougie à la fenêtre qui, durant tous ces mois, était restée là, vacillant à peine, comme si elle savait qu'elle servait d'encre sans que personne ne le lui demande. Elle dit « J'emporte la certitude que le problème n'a jamais été moi, et que cette certitude, maintenant que je l'ai, ne me laisse plus une dette qui n'est pas la mienne. Elle me laisse libre de construire. » Béatrice garda le silence après chaque réponse, puis elle dit « Vous êtes venu avec des questions. Je n'ai pas l'habitude de donner des réponses, mais je vous dis ce que je vois. Vous avez trouvé vos propres questions les plus honnêtes, et les questions honnêtes sont le seul commencement qui en vaille la peine. » Ils sortirent de l'immeuble au crépuscule, tous les 3, et restèrent un instant sur le trottoir pavé, sous cette lumière qui dorait les toits. Léa avait son sac à l'épaule, sa veste boutonnée, et cette posture nouvelle acquise durant l'année qui se remarquait. Il n'y avait plus cet effort pour être vue. Elle était simplement là, et cela, qui semblait moindre, était infiniment plus. Elle serra Chloé longuement dans ses bras. Elle embrassa Julien, une nouveauté, et il le reçut avec sa noblesse habituelle, sans cacher qu'il y avait là une affection réelle. Puis elle dit qu'elle prenait un taxi, qu'elle avait une réunion avec les gens du théâtre avant la fin de la journée, signe que les choses étaient sérieuses. Elle s'éloigna sur le trottoir de ce pas de quelqu'un qui sait où il va, et elle était élégante, non par ses vêtements, mais par la façon dont elle occupait son propre espace. Chloé et Julien restèrent sur le trottoir un moment, après qu'elle eut tourné au coin de la rue. Il dit qu'il avait faim, elle aussi. Ils marchèrent ensemble vers le centre, vers un bouchon qu'ils aimaient fréquenter le dimanche, un de ces endroits simples avec nappe à carreaux et poulet rôti, et une télé que personne ne regardait dans un coin, et qui avait une table au fond, contre le mur, qui était leur préférée depuis le début. La table était libre. Ils s'assirent, commandèrent sans regarder le menu car ils le connaissaient par cœur, et ils restèrent en silence un moment, de ce silence qui ne dérange pas, qui est une façon d'être ensemble, qui ne demande pas de mots, parce qu'il est déjà complet ainsi. Julien dit après un moment sans motif spécial, « Ça fait déjà 1 an. » Elle lui dit, « Ça y est. » Il dit, « Ça en valait la peine. » Elle lui répondit, « Énormément. » Et on en resta là. Non parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Il y en aurait toujours. C'était leur loi désormais qu'ils avaient appris à parler, que les choses à dire se multiplient. Mais à ce moment précis, avec le poulet rôti arrivant et la télé dans le coin diffusant quelque chose qu'ils ignoraient, il y avait une plénitude minuscule et réelle qui n'avait pas besoin de discours. 3 semaines plus tard, ils partirent à Paris pour la première de Léa. Le théâtre dans le 20e arrondissement comptait 120 places et affichait complet. Il y avait une vibration spéciale dans les théâtres quand ils se remplissent de gens venus par envie, pas par obligation. Et cet endroit possédait cette vibration. Chloé et Julien s'assirent au milieu, au 8e rang. Et quand les lumières s'éteignirent, un silence de ceux que seul le théâtre permet s'installa. Une attention collective, un souffle contenu. Léa entra en scène 5 minutes après l'obscurité. Chloé sentit le bras de Julien frôler le sien à ce moment-là, et ce n'était pas un hasard.
C'était un geste de présence, pour lui dire « Je vois ça avec toi ». Léa semblait différente sur scène de partout ailleurs, non parce qu'elle jouait, mais parce qu'elle avait cessé de jouer. Il y avait quelque chose dans sa façon d'occuper l'espace qui était totalement naturel, totalement présent, comme quelqu'un qui arrive quelque part après un très long voyage et n'est plus pressé de prouver quoi que ce soit parce qu'il est simplement arrivé. Sa voix atteignait le dernier rang sans effort. Ses yeux, même de loin, possédèrent une attention qui vous captivait. Chloé eut les yeux embués 2 fois durant la pièce. Non pour l'intrigue en soi, mais pour cette sensation de voir quelqu'un enfin à sa place. Cette émotion qui n'a pas de nom, mais que quiconque a aimé vraiment connaît. À la fin, lors des applaudissements, quand Léa sortit avec les autres comédiens, elle avait sur le visage cette expression que Chloé décrivit à Camille quelques jours plus tard, comme l'opposé du soulagement, car le soulagement suppose d'avoir porté quelque chose de lourd, et ce qu'il y avait sur le visage de Léa était autre chose. C'était une légèreté qui ne vient pas de l'absence de poids, mais de la découverte qu'on peut porter le sien. Ils allèrent la voir après la représentation. Elle était à la sortie des artistes, avec un manteau sur les épaules et un sourire qu'elle portait avec naturel, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de le surveiller. Elle embrassa Chloé d'abord, puis Julien, et leur dit qu'elle les avait sentis là, qu'elle avait regardé le 8e rang lors de la scène clé et qu'elle les avait vus, et que c'était quelque chose d'étrange et de beau de savoir que les gens qu'on aime sont là non parce qu'on le leur a demandé, mais parce qu'ils ont voulu venir. Hugo n'était pas venu, pas par amertume. Il avait discuté avec Léa de la première, et elle lui avait dit qu'elle préférait qu'il en soit ainsi pour le moment, qu'il y avait des choses qu'elle avait besoin de vivre d'abord comme siennes, sans quelqu'un qui était encore en train de se situer dans la nouvelle catégorie de personnes qu'il représentait pour elle. Il l'avait compris. Et il lui avait envoyé un message le jour de la première qui disait simplement « Tu vas briller ». Elle lui avait répondu par un « merci ». C'était la juste mesure. Ils dînèrent à tous les 3 dans une petite trattoria près du théâtre qui avait une lumière tamisée et des pâtes fumantes, et ils restèrent à discuter tard, buvant du vin calmement, et il y avait dans cette nuit un bien-être qui ne dépendait pas de la perfection des choses. Léa parlait des répétitions, de la metteuse en scène, des autres acteurs. Julien posait des questions avec cette attention véritable, qui se remarquait plus chez lui ces derniers temps. Chloé les écoutait et avait, par moments, cette sensation d'observer une scène de l'extérieur. Mais cette fois-ci, ce n'était pas se sentir faire partie du décor. C'était la sensation de l'artiste qui peut faire un pas de côté pour tout voir sans cesser d'en faire partie. Quand ils rentrèrent à l'hôtel ce soir-là, après avoir quitté Léa au coin de la rue, avec des embrassades qui pesaient ce qu'elles devaient peser, Chloé et Julien marchèrent un peu dans la ville avant d'entrer. Il était tard. L'avenue avait ce mouvement de la capitale qui ne s'arrête jamais mais change d'ambiance à minuit, et il y avait un air frais qui n'était pas le froid de Lyon, mais qui était agréable ainsi. Julien lui demanda comment elle allait. Elle resta un moment à réfléchir vraiment avant de répondre, ce qui était devenu son habitude de l'année. S'arrêter, ressentir, et ensuite dire, au lieu de tout lâcher pour regretter ensuite. Elle dit « Je suis entière, je crois que c'est ça. Je suis entière d'une façon que je n'étais pas il y a longtemps. » Il resta silencieux un moment, puis il dit « Moi aussi ». Et ils marchèrent encore un moment sur le trottoir de la ville sans rien dire de plus, épaule contre épaule, avec la ville géante autour et le bruit de fond que fait Paris toute la nuit, et il y avait dans cette marche commune quelque chose qui résumait tout ce qu'avait été l'année. Non un point d'arrivée ni une fin de chanson, mais une continuation consciente. Un choix de continuer qui se faisait à chaque pas, qui n'avait besoin ni de trompette ni de témoins, qui existait seulement pour eux deux comme un pacte renouvelé en silence. Lyon les attendait. Le petit appartement, la table de la cuisine, les mardis, l'or du temps les dimanches, l'odeur de la terre humide entrant par la fenêtre de la voiture. Tout cela les attendait, familiers et différents à la fois, car ils étaient différents désormais. Et les choses familières vues avec d'autres yeux deviennent neuves sans cesser d'être ce qu'elles étaient. Un dimanche matin, des semaines après l'épisode de Paris avec le soleil de fin de matinée entrant par la petite fenêtre de la cuisine, Chloé et Julien déjeunaient à table sans parler. On entendait le grincement du lit qui méritait toujours réparation, mais que personne n'allait réparer. On entendait le bruit de la rue qui était le bruit de n'importe quel dimanche dans n'importe quelle ville française, ce son de la vie continuant avec le calme qu'elle réserve au dimanche. Il y avait le mug gris à lancer bréché. Il y avait la photo au mur, la femme de dos et l'homme à la porte regardant avec un amour pur, sans fioriture, et il y avait entre eux deux un silence qu'aucun n'avait plus besoin de combler.
Non parce qu'il n'y avait plus de choses à dire. Il y en avait, il y en aurait toujours. C'était leur loi désormais qu'ils avaient appris à parler, que les choses à dire se multiplient. Mais ce dimanche spécifique, avec le café chaud et le soleil à la fenêtre et le grincement habituel et la ville dehors suivant son rythme, ce dimanche ne demandait rien. Juste que tous deux soient là, ensemble, présents, sans faux semblants et sans peur. Et ils y étaient. Non avec la certitude de celui qui est arrivé et ne bouge plus, mais avec cette chose rare qui ne surgit que quand l'honnêteté va jusqu'au fond. La liberté d'être exactement qui l'on est, avec celui qu'on a choisi, dans l'endroit qu'on a construit ensemble, sans le poids du silence qui étouffe ce qu'il est nécessaire de dire. Et parfois, ce n'est pas seulement suffisant. Parfois, c'est tout. Si cette histoire vous a touché d'une manière inattendue, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans l'un de ces 4 personnages, si une phrase est restée gravée en vous après que les mots se sont tus, dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti, quel personnage vous a le plus marqué et depuis quelle ville vous suivez ce récit, car je veux vraiment savoir jusqu'où il est allé. Partagez-le avec quelqu'un qui se trouve au milieu d'une question difficile sur lui-même, car savoir que d'autres portent aussi ses doutes est parfois ce qui permet d'avancer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant, car les prochaines histoires sont déjà en route et portent la même envie d'aller au fond des choses que celle-ci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ce n'est pas rien.